Robinho bisogna gestirlo con cautela, è un oggetto prezioso perché è un patrimonio del Marsiglia. Avant de démarrer cet épisode, j'ai une petite devinette pour vous les amis. Après le dernier épisode, on a reçu un commentaire d'un supporter bien connu de l'Olympique de Marseille qui a fait les gros titres dernièrement. Je vous le lis et puis je vous laisse deviner de qui il s'agit. Si Max Vendrell est dans Retour du Stade, c'est que c'est sûrement un grand animateur. De tous les podcasts OM que j'ai écoutés, celui-là n'est pas celui que je préfère. Je ne suis pas là pour critiquer, je dis juste qu'on peut faire autre chose avec les intervenants à disposition. Après, ça marche, Retour du Stade est top 100 des podcasts football, mais j'ai quand même le droit de dire que j'aimais le Retour du Stade de Chris Waddle et un peu moins le sien. Attends, très très belle ref à monsieur Eric Fouda. Très très belle ref. Bravo. Quand t'as démarré, je me suis dit, attends, donc on embrasse Eric. Il a pas fait d'intro sur lui, j'étais quasiment sûr que ça allait être sur lui, tu m'as feinté sur le début de l'intro, bien joué. Non, on embrasse Eric Fouda. Écoutez, bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de Retour du Stade. Un épisode où on ne parlera peut-être pas de la susceptibilité de Roberto De Zerbi, des supporters, ni même du dernier honteux partenariat commercial du club. Comment ça va les copains? Depuis, on a fait un petit retiro là quand même. On a fait, ça fait 2-3. On a pris quand même quelques jours pour digérer un petit peu toute l'actu et avant de revenir sur un épisode qui s'annonce un peu chargé. Bah, ça va très bien. Ça va. Ouais, ça va très bien aussi. Content d'être là et effectivement là, ça fait plaisir parce qu'on est dans une période un peu chargée. Ça fait longtemps qu'on n'était pas là, donc beaucoup de choses à dire et je suis persuadé qu'on sera pertinent. Ben ça va mieux, hein. Salut tout le monde. D'ailleurs, je plaide un peu coupable pour le Retiro. Je dois avouer que c'était un peu une certaine quarantaine pour moi. Mais bon, c'était pas plus mal parce qu'il y avait pas trop d'actu et la semaine dernière, à part se flageller de la perte du trophée des champions, je sais pas ce qu'on aurait pu évoquer. Alors, Je on a gagné pense qu'on va contre se Bayeux. flageller quand même un peu. On a Ouais, gagné mais contre là, on Bayeux, veut faire autre chose. C'était l'essentiel, non? Tu nous avais dit. Non, je préfère être passé contre Bayeux qu'avoir gagné le trophée des champions. Mais le scénario était quand même assez piquant. Est-ce qu'on évacue tout de suite le traumatisme du trophée des champions? Chacun, comment vous l'avez vécu? Est-ce que c'était un jeudi soir, un jeudi noir? Ou est-ce que finalement ça a été vite oublié? Je vous avoue que personnellement, le scénario m'a fait extrêmement mal. Le scénario et la manière, plus que le trophée des champions en lui-même, mais le fait d'être à 30 secondes d'un trophée, quel qu'il soit, et de battre le PSG à la loyale, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à accepter ce qui s'est passé sur les 2 dernières minutes, qu'on aurait pu prévoir d'ailleurs, à partir du moment où Matt O'Reilly est rentré. À chaque fois que Matt O'Reilly rentre à la 92e, il y a une dinguerie dans les 3 minutes qui suivent. Donc j'ai compris à 92e que l'espace-temps allait encore nous fusiller. Mais ouais, non, personnellement, je l'ai quand même assez mal vécu. J'ai regardé le plafond à un bon moment le jeudi soir. Ben, je sais plus qui l'a prévu dans ma TL, j'ai oublié. Mais je me rappelle avoir lu, mot pour mot, comment Matt O'Reilly va gâcher tout ça. Après, c'est un peu gros de lui faire porter la responsabilité. Mais la réalité, c'est qu'il... Il y a des coïncidences quand même. Il rentre Ça à fait 3 fois. Il rentre à 2-1, 2-2, il rate son péno. Non, c'est Matt. C'est notre Matt à nous. Il est là. M'a envoyé en dépression personnellement aussi. Franchement, moi personnellement, c'est un trophée qui me hypé entre guillemets parce que voilà, l'OM grosse disette, etc. PSG en face, mais les performances de l'OM avaient réussi à m'endormir. Ces dernières semaines, j'ai plus vraiment hâte des matchs de l'OM aujourd'hui et malheureusement, avec le scénario aidant, tu te retrouves à être complètement hypé de gagner ce trophée-là et tu te prends encore une fois le poison de l'OM, quoi, les fins de match, et t'as l'impression d'être à Abu Dhabi, proche du retour, et à chaque fois tu rechutes. Fin de match, tu te fais fumer sur des actions plus bêtes que les autres, et au final, maintenant, je pense que collectivement, on en a tous conscience, mais
Les erreurs individuelles sont peut-être pas forcément qu'individuelles. Au bout d'un moment, et c'est ça, je pense, qui est le plus gonflant. Et t'as l'impression que bah ça va te suivre toute la saison. Et c'est peut-être ça qui ternit l'image. Moi, je suis un peu dans cette mentale-là. Je me dis, ok, bon bah peut-être qu'on va devoir se traîner ça toute la saison puisque manifestement, pardon, ça ne change pas. Donc ouais, franchement très déçu. Et est-ce que dans Moi, quand je tu sais. dis le scénario Vas-y, aidant, pardon, petit, mais que je disais, Marouane, quand tu dis vas-y. le scénario aidant, on peut parler quand même de la production de l'OM sur les 90 minutes qui est quand même très bonne. Ouais, bien sûr. Bah, c'est pour ça, c'est pour ça que je dis que le scénario est aidant, parce que l'homme fait globalement un très bon match. Le PSG est pas bon, certes, mais quand t'es bon, il faut le dire. Et là, pour le coup, tu te dis, bah tiens, on retrouve un OM conquérant, on retrouve un OM qui est juste techniquement, on retrouve un OM qui est juste dans l'intensité. Mais finalement, derrière, t'es pas complètement guéri et t'es même très loin d'être guéri, puisqu'encore une fois, sur une action lunaire en fin de match, tu te retrouves à laisser partir Barcola, une défense qui ne réagit pas au fait que Gonzalo Ramos soit derrière, ni même à la passe de Vitinha. Et tu te dis, bah voilà, tu reprends un but bêtement. Donc voilà. C'est ça, il est là le sentiment, c'est de la déception, c'est chaque fois la même chose. Et puis derrière, on reste dans le registre émotionnel, alors que manifestement, les, les fins de match, ou du moins même les entames, les moments du match où tu es censé être le plus froid, tu es le plus fébrile. Et je pense qu'on est dans un OM qui aujourd'hui pâtit de ça. Et je trouve que, par contre, on en parlera peut-être plus tard dans l'émission, mais la communication de De Zerbi, ce qui transmet, la nervosité en conférence de presse, l'allusion à chaque polémique qu'il fait à chaque fois, je suis pas sûr que c'est quelque chose qui aide le groupe, et je suis pas sûr que c'est quelque chose qui sert l'Olympique de Marseille aujourd'hui aussi haut que soient les hauts de son Olympique de Marseille. J'ai une petite question complémentaire. Est-ce que si ce scénario-là et cette défaite au tir au but, elle avait eu lieu contre Rennes ou contre Strasbourg ou contre une toute autre équipe que le PSG. Alors, j'inclus pas Nice, Monaco pour des raisons de proximité, ni Lyon parce qu'il y a quand même une rivalité dernièrement. Mais est-ce que le fait que ça se passe contre le PSG, ce PSG-là, ça rajoute pas aussi un petit peu de frustration parce que bah on serait resté sur deux victoires à la loyale contre eux, en sachant que la première, elle a été moyennement appréciée de leur côté pour toute la polémique du déplacement de la journée de match, du fait qu'ils avaient des absents, etc., etc. Celle-là ne souffrait, trophée des champions ou pas trophée des champions, Koweït ou pas Koweït, on s'en fiche. Celle-là ne souffrait quand même que de peu de polémiques. Donc est-ce que ça rajoute pas un petit peu de frustration de voir Marquinhos se gargariser d'un trophée dont il se fout pertinemment en conférence de presse après un match qui était quand même très très moyen de leur part, et non pas parce qu'ils n'avaient pas décidé de jouer, mais parce que l'OM a aussi décidé de les embêter sur 90 minutes pleines. Ouais, le fait que ça soit contre Paris, ça rajoute. Tu fais ça contre Strasbourg ou un autre club, ça fait mal, mais pas autant. Là, évidemment que voir Marquinhos faire sa déclat d'après-match, alors que la réalité, Marquis, t'es notre Parisien favori, genre t'es genre de toutes les, tu vois, genre j'ai envie de lui dire de toutes les figures du PSG, t'es celui qu'on aime qu'on aime le plus, t'es celui qui nous fait le Qui moins nous a peur, donné le plus de plaisir presque. celui qui nous a donné le plus de plaisir, que ça soit par la procuration Ligue des Champions, soit en t'affrontant, t'es certainement l'un de ceux qui nous a le moins traumatisé. T'es pas Zlatan, t'es pas Kiki, t'es pas Thiago Silva, t'es pas Verratti. Enfin, t'es à l'échelle du PSG du Qatar, t'es vraiment notre ennemi favori. Donc le voir lui se gargariser d'être le grand méchant loup, ouais, déjà ça c'était frustrant. Et moi, ce qui m'a frustré de fou, c'est que j'attendais rien du match. Déjà, je m'en foutais du trophée. J'attendais rien dans le jeu parce que je pensais pas l'OM faire un grand match. Au final, l'OM fait un grand match. On perdait 1-0, mais si on marque pas, ça m'aurait rien fait. Mais à 1-1, je me dis bon, je le veux. À 2-1, c'est-à-dire tu me mets le trophée dans les mains. Je me dis bon, vous allez pas me. Ok, je le voulais pas, mais c'est pas parce que je le voulais pas que vous allez me le reprendre. Et puis tu le perds comme ça à la dernière minute, parce que je sais pas vous, hein, mais moi je sais que la séance de tir au but, vu comment l'égalisation est obtenue, tu sais qu'elle est pas pour toi, tu sais que tu as déjà perdu le trophée à ce moment-là, donc ça fait mal.
Et le clou du spectacle, c'est l'après-match et les polémiques qui en a découlé, parce que normalement, vu la passe de l'OM, c'était un match où tu pouvais te gargariser d'avoir montré un bon visage et de montrer que cet OM-là, en dépit de les montagnes russes qu'elle est capable d'afficher, elle est capable de descendre très bas, mais de monter aussi très haut. Et non, en fait, t'as des déclats qui font polémique, et même les gens que je sais les plus supporters de cette équipe-là et de ce projet-là, je les ai vus être un peu à bout de course, quoi. Genre, vous nous avez gonflé, vous êtes fatigants. Enfin, tu vois De Zerbi qui dit j'ai pleuré dans les vestiaires. Tu vois Benatia qui dit demain peut-être il y aura d'autres personnes. Ouais, ben, je sais pas. En fait, je sais pas. Comme l'a dit un ami, il faut des psychiatres, et des bons psychiatres, pas des. C'est pas le service public, c'est pas des mecs payés au premier degré. Là, il faut des mecs qui font des dépassements d'honoraires, parce que il faut des prises en charge sérieuses. On peut pas être géré par des gens qui peuvent pas, à défaut de raisonner, qui peuvent pas au moins garder leur langue dans leur poche. Si vous n'êtes pas capable d'aller prendre devant le micro et dire des trucs sympas, n'y allez pas. Restez, monte dans l'avion, mais dis, pas besoin d'aller lâcher un 16 mesures où tu vas crier sur tous les toits que l'OM, je sais pas, que l'OM dépend de toi. Ce match-là, en fait, j'en attendais rien. En fait, je pensais qu'il pouvait me faire aucun mal, et il m'a détruit. Donc, je sais pas. L'OM est extraordinaire. Je sais pas ce que Younes, ce match-là, lui a procuré. Bah, c'est bizarre parce que le fait de ne pas être en France, j'ai l'impression d'avoir un regard plus détaché. Et avant le match, j'étais pas particulièrement hypé parce que j'étais peut-être plus sur ma rencontre contre le Cameroun qui était le lendemain que sur le match contre l'OM. Et pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé la prestation de l'OM. Ils m'ont vraiment séduit sur toute la rencontre parce qu'on a vu à quoi ressemblait un bon OM avec cet entraîneur-là et cet effectif-là quasiment au complet. On a pu mesurer à quel point certaines absences ont été vraiment préjudiciables sur l'évaluation qu'on a faite et sur les résultats qu'on a obtenus, surtout en novembre et en décembre. Et au final, ils ont quand même réussi à me frustrer. J'ai l'impression que c'est un petit peu cet ex qui revient vers toi et qui essaie de te montrer qu'elle te tient et qu'elle peut te faire souffrir, alors qu'a priori, j'étais détaché du match et que peu importe l'issue, je n'attendais pas grand-chose de ce match-là, entre guillemets, parce que pour moi, les échéances de l'OM sur ce mois de janvier, elles sont un petit peu ailleurs. Et du coup, ouais, la défaite fait mal. Et pour répondre à ta question, Max, je sais pas si ça fait plus mal que ce soit arrivé contre le PSG plutôt qu'une autre équipe comme Rennes ou Lille, comme tu le citais. Le problème, c'est qu'en tant que supporter cette année, on l'a expérimenté contre à peu près toutes les équipes. On l'a vécu contre Rennes, justement. On l'a vécu contre Angers. On l'a vécu contre Toulouse. Et on l'a vécu contre le PSG. Donc, honnêtement, je suis incapable de te dire si ça m'a fait plus mal contre le PSG que contre Toulouse, par exemple, où on a perdu des points très bêtement et qu'à ce moment-là, on pouvait, si je me trompe pas, reprendre la première place du championnat, ou contre Angers où c'était le cas aussi. Donc, je le maintiens. J'avais déjà évoqué le sujet. Je disais que pour moi, il y a un problème très très profond dans cette équipe-là. Je disais à l'époque aussi sur RDZ que je suis pas sûr qu'il soit seul responsable de ça, même s'il a forcément des griefs qu'on peut lui reprocher. J'ai l'impression que le mal est beaucoup plus profond et que lui essaye beaucoup de choses, mais qu'il trouve pas la solution. Et ça, c'est un problème de pas trouver la solution. Mais c'est un constat malheureusement qui est pénible, parce que j'ai goûté grâce au Maroc, et peut-être qu'on en reparlera un peu si on fait une parenthèse Cannes, mais j'ai goûté à ce plaisir qu'est de supporter une équipe qui a une assise défensive incroyable et qui ne concède rien. Et je vous assure, les gars, c'est jouissif de voir son équipe être capable de bien défendre, de ne rien concéder à l'adversaire et d'être sereine en toutes circonstances. Honnêtement, j'aimerais bien le connaître avec l'Olympique de Marseille, ce sentiment. Moi, il y a, il y a un point que je trouve intéressant de relever dans ce qu'a dit Younes. C'est que, bah, en tout cas, tu sembles dire, et tu me corriges si je me trompe, que c'est que, bah oui, RDZ a des responsabilités, mais que l'effectif en lui-même peut-être un souci, bah, sans doute d'ordre émotionnel. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est, ben, partons du principe que ce soit le cas, comment est-ce que ça pourrait être entendable dans le sens où cet effectif, il change chaque année et que finalement les joueurs, a priori, n'ont rien en commun? Les joueurs n'ont rien en commun.
et que finalement, ce qui fait leur identité, c'est surtout ce qu'on leur a inculqué cette saison. D'autant plus que cette émotivité et cette fébrilité dans les moments critiques, c'est pas cette année qu'on la découvre non plus. C'est quand même un leitmotiv de l'OM ces dernières années. Moi, j'ai plus l'impression que cette fébrilité est encore plus dans le foot en 2026 où le coach a plus d'influence que jamais. C'est finalement beaucoup plus top-down que bottom-up, entre guillemets, que les choses, les idées, l'identité, le jeu se fait. C'est plus quelque chose qu'on va infuser dans l'effectif que l'effectif qui infuse le club. Et moi, c'est ça qui m'interroge. Parce que derrière, par exemple, quand Roberto De Zerbi dit j'ai jamais pleuré pour une défaite dans ma vie, mais j'ai pleuré pour le trophée des champions. En conférence de presse, il dit bah, si vous étiez avec moi dans les vestiaires, je crois que je demande aux joueurs d'être prêts à prendre 2 mois de prison pour défendre ce qu'ils ont à défendre sur le terrain. Moi, au bout d'un moment, j'ai plus l'impression de voir des joueurs qui sont un peu terrorisés par l'enjeu, peut-être par la façon dont on transmet les idées, par la peur de mal faire. Et c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à pointer du doigt l'an dernier, notamment par le fait qu'on voit des joueurs qui deviennent des bébés, parfois sur certaines actions de jeu, qui ne prennent pas d'initiative ou qui ont du mal finalement à agir en dehors des consignes. Et ça, pour moi, ça vient aussi par la peur de se tromper et peut-être par la peur de la sanction qui peut arriver ou la peur de ce qui peut se passer en termes de gestion. Moi, j'ai une image qui m'a marqué, c'est Bilal Nadir, quand il se prend son carton rouge, quand il se met à fondre en larmes, hein, littéralement sur le terrain. J'avais rarement vu ça sur un terrain de foot, pour un match de Ligue 1, face à Nantes, à domicile, où certes t'es déjà à 10. Et encore plus, ce sentiment, il est renforcé par le fait que systématiquement, enfin cette saison, les buts dans les derniers instants, Angers, Toulouse, maintenant le PSG, il y a quand même beaucoup de scénarios que tu n'arrives pas à tenir dans des moments assez critiques. L'Atalanta aussi. Ben, au bout d'un moment, si ça arrive à chaque fois, c'est qu'il y a un pattern. Et ce pattern, dans un effectif qui n'a rien en commun a priori, qui a été assemblé cette saison, et dans un football où c'est beaucoup plus l'institution et les clubs qui infusent quelque chose plutôt que l'effectif, moi je pense qu'il y a un souci, quoi. Je pense vraiment qu'il y a un souci dans la gestion émotionnelle. Et De Zerbi, l'OM, c'est le plus grand club qu'il a jamais entraîné. C'est le plus gros contexte qu'il a jamais manié de sa carrière. Il faut le dire, la pression à Brighton, la pression à Sassuolo, la pression au Shakhtar, c'est pas du tout la même chose. Et je pense pas qu'il s'en sort très bien actuellement. Donc, Ah moi, c'est bah, ça qui me frappe. justement, pour te répondre, Marwan, c'est pas parce que je dis que c'est sans doute pas de l'entière responsabilité de De Zerbi et que c'est forcément celle des joueurs. Je suis d'accord avec toi sur le fait que ça soit top-down et tu as raison de souligner que l'effectif, bah, il est quasiment tout nouveau, tout neuf et que c'est des patterns qu'on observe depuis plusieurs années. Donc pour moi, s'il y a une personne, puis si on doit désigner quelqu'un, a priori, ça serait peut-être vers Longoria qu'il faudrait porter son regard. Est-ce que lui, en tant que président, en tant que directeur sportif, réussit à former une espèce de bulle un peu protectrice par rapport à tout ce que l'OM peut générer? Est-ce que lui n'est pas un peu pris dans ce tourbillon que peut être l'Olympique de Marseille? Et au-delà de ça, enfin, quand on parle de contexte marseillais qui est différent des autres clubs, etc., c'est toujours difficile de l'expliquer parce que c'est des choses qui ne sont pas palpables, mais je pense que c'est une illustration de ce qu'on entend par ce fameux contexte marseillais. Et quand j'essaie de réfléchir un petit peu à ça, j'ai le sentiment que tout le monde connaît la grandeur de l'Olympique de Marseille, que tout le monde connaît la ferveur des supporters de l'Olympique de Marseille. Avoir autant d'années sans trophée, forcément, ça crée un sentiment de frustration et ça exacerbe un petit peu tous les sentiments. Et je me demande si tous les joueurs qui arrivent pas à l'OM n'arrivent pas avec l'idée et l'ambition de remettre un peu l'OM là où il doit être et se chargent un petit peu d'un devoir plus grand que ce qu'ils auraient dans d'autres clubs et est-ce que finalement c'est pas ça qui nourrit le fait que mentalement on a un problème avec tous les joueurs qui viennent à l'Olympique de Marseille pour le coup et ça peut être infusé que par le président parce que les problèmes qu'on voit là, honnêtement, on les avait avant De Zerbi, on les avait avec un autre effectif et donc du coup, bah, je me pose la question, est-ce que tu devrais pas avoir un président qui est capable un peu d'avoir un discours un peu plus fédérateur, ne pas chercher à mettre l'homme dans une position de seul contre tous? Est-ce que tu dois pas réussir à infuser un esprit de sérénité à tout le monde et réussir à freiner un peu le sentiment d'urgence sur le fait qu'il faut absolument gagner un trophée très vite? Parce que gagner un trophée, je veux bien, mais l'Olympique de Marseille, concrètement, ils doivent emprunter un chemin et un projet. Et je trouve que le chemin et le projet qu'on a là actuellement, c'est un des meilleurs qu'on ait vu à mon sens depuis ces dernières années, en tout cas l'un des plus prometteurs. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à le laisser
germer et qui soit autant pollué par ce contexte de nervosité, d'impatience, d'excitation, de sentiment de tout de suite. Et honnêtement, enfin, on fait beaucoup de phrases là et beaucoup d'explications. Désolé pour le monologue, mais c'est très très dur à expliquer. Donc on peut juste essayer d'observer et d'émettre des hypothèses. Mais tu sais que c'est une excellente remarque, Younes, que tu fais là, parce que en fait, pendant que tu parlais et que j'écoutais ton propos que je trouve très bon, en fait, je me suis dit, je crois qu'on n'a jamais autant entendu un président de l'OM en ayant à la fois le sentiment qu'il est absent. Dans le sens où on a des conférences de presse, de mi-saison, de fin de saison, etc., etc. Mais quand tu regardes finalement qui c'est qui parle dans les médias après les matchs ou de façon assez régulière, bah, c'est Mehdi Benassia. Quel autre directeur sportif parle autant en Ligue 1? J'en vois pas. Si, à Euh, Monaco. Thiago Scuro? Lui, il parle beaucoup en ce moment. Oui, lui parle beaucoup, mais à mon avis parce qu'il a des choses à Mais se il a le reprocher feu, lui aussi. aussi. Hein. Il a le fait, tu vois. Mais tu regardes, allez, à la rigueur Monaco et encore, je vois pas d'autres clubs. Et ce qui est drôle, c'est que par exemple, on a parfois opposé Benatia à Olivier Létang, mais Olivier Létang, c'est le président de Lille. C'est le président. Pablo Longoria, ben aujourd'hui, quand est-ce qu'il est là pour taper du poing sur la table? Moi, je le vois pas forcément, et surtout quand il le fait, c'est peut-être pas la bonne manière. La seule fois qu'il l'a fait, c'était après Auxerre, et on sait très bien ce qui s'en est suivi d'un point de vue polémique, d'un point de vue propos, d'un point de vue bénéfice pour l'institution. Et je trouve ça assez compliqué parce que derrière, bah, tu surexposes Mehdi Benassia, qui a l'image qu'il a, malheureusement pour lui, malheureusement pour nous. Et c'est vrai que ça peut être compliqué. Roberto De Zerbi, peut-être qu'aussi, il a peut-être pas, il ne doit peut-être pas s'expliquer de tout en conférence de presse. Je trouve que c'est un peu facile de donner des conférences avec des journalistes un peu, on va dire, conciliants avec ses réponses, pas forcément mis en contradiction, dans des formats qui sont pas forcément live, dans un micro avant match, ça arrive de temps en temps, mais c'est souvent avant le match. Après le match, c'est un peu compliqué de l'entendre. C'est vrai que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de parler de la responsabilité de Pablo Longoria. Maintenant, pour moi, il y a quand même un gros souci avec la communication du club en ce moment. Ah, il y a En un dehors de énorme Après, Longoria. souci un énorme souci, pardon, d'accord, mais juste je- pour compléter sur, enfin, en gros, comment j'en suis venu à penser ça, c'est que je repensais un peu à Pablo Longoria en tant que président et les présidents qui ont été, largement appréciés, à Marseille, il y en a pas des masses, mais il y en a 2 qui me viennent spontanément à l'esprit. C'est Bernard Tapie, qu'aucun de nous, a priori, n'a connu suffisamment, mais j'en ai beaucoup parlé avec des anciens, justement, pour essayer de comprendre un petit peu, et c'est toujours fascinant, d'ailleurs, de parler avec des supporters de l'OM de cette époque-là qui vous parlent de Bernard Tapie et Pape Diouf. Donc ces 2-là, pour le coup, avaient vraiment le statut de boss, et d'ailleurs, c'était le surnom de l'un d'eux, mais ils dégageaient quelque chose d'assertif, de serein, et surtout qui avait tu sentais une prise de hauteur sur eux. Et avec Pablo Longoria, aussi brillant soit-il, parce que c'est quelqu'un de brillant, moi, Pablo Longoria, je trouve, c'est quelqu'un qui est mordu de foot, qui consomme beaucoup de foot, qui a une très bonne connaissance du foot, mais je pense qu'il a pas cette prise de hauteur nécessaire pour un bon leader. Et je pense que ça peut contribuer au fait qu'on soit dans cette situation-là où bah, les saisons passent et peu importe que l'effectif soit le même, peu importe que l'entraîneur soit le même ou pas, bah, elles se ressemblent. Et j'entends parfaitement les critiques qu'on peut faire à Des Herbiers, encore une fois, sur ça. Je me demande juste si il aurait pu être celui qui apporte un petit peu cette sagesse-là et ce recul-là. Mais je crois pas que ce soit le rôle de l'entraîneur principalement. Et en tout cas, pour moi, ça doit être le président en premier lieu qui t'apporte ça. Et je suis pas sûr que lui ait dans ses qualités humaines et dans sa manière de vivre le foot une façon de t'apaiser un club non plus. Pour De Zerbi, en l'occurrence. Après, il a sans doute pas été choisi pour ça parce que c'est pas son rôle. Et dernièrement, quand il y avait eu des conférences de presse, et ils le redisent d'ailleurs tous les trois assez souvent, ils ont refait les fiches de poste de chacun. Personne ne marche sur les plates-bandes des uns des autres, etc., etc. Donc, j'ose espérer qu'on n'a pas amené De Zerbi pour calmer l'OM. Sinon, on peut se poser la question de pourquoi ce choix. Mais au petit, je te laisse reprendre, t'avais un propos. Ouais, je suis encore un peu dans les vapes, mais il y avait deux choses auxquelles je voulais réagir. C'est le propos de Younes quand il disait 2-3 ans, le projet et le côté un peu volcanique de la ville, et qu'on leur laisse pas trop le temps.
moi, franchement, j'ai quand même l'impression que c'est ceux qui incarnent ce projet de 3 ans, particulièrement, c'est Mehdi et De Zerbi. Et quand même l'impression qu'ils sont dans un contexte ultra favorable et qu'ils l'ont gagné, hein, parce que De Zerbi, sa première saison, moi qui ai été critique par moment, il fait quand même deuxième. Donc, son temps, il le mérite et son calme, il le mérite. Mais t'as quand même l'impression que c'est le premier quand il y a un vent contraire, qui est capable de venir foutre le feu. On se rappelle de sa conférence d'après-match après Auxerre au bout de 2 mois. Enfin, quand tu viens en étant le responsable sportif d'un projet de 3 ans et qu'au bout de 2 mois, après une première sacrée contre-perf et une mauvaise série, tu viens nous dire si c'est moi le problème, je me barre ou je peux donner ma démission. Après, tu peux pas te plaindre du climat, quoi. Enfin, tu peux pas dire, il y a le feu quand tu te balades qu'avec des allumettes et de l'essence tout le temps. C'est, c'est, c'est pas possible. Moi, c'est des trucs que je peux pas entendre. Tu peux pas entendre que c'est le contexte qui les nuit, alors que faut dire la vérité, c'est deux cinglés. C'est, c'est la déclat de Benatia pour moi après le trophée des champions. J'ai envie de lui dire, mais Mehdi, ce match-là, il montre que le coach que tu as choisi en dépit de toutes les critiques qu'il peut avoir, et je m'inclus dedans, il y a quand même quelque chose à faire. Ça marchera pas. On connaîtra plus de bas, plus de haut, ça finira bien, ça finira pas bien. Ça montre que c'est pas totalement à côté de la plaque. Les joueurs que tu as choisis, vu ce qu'ils pondent face aux joueurs du PSG, ça montre que, en dépit des critiques de certains sur ce que tu as fait, t'as quand même pas monté une équipe de pitre. Et toi, après le match, au lieu de te gargariser de ça, te dire, c'est une défaite qui est difficile, mais ça montre que notre gap avec le haut niveau, si nos quelques manquements, mais on doit s'appuyer dessus. Toi, tu viens, tu nous dis demain, je serai peut-être pas là. Il y a d'autres gens qui vont venir. Tu alimentes le fait que tu commences à avoir des gens qui disent ouais, il a ramené Balzaretti et l'ancien de l'Inter. Ça, c'est le mec qui va remplacer Mehdi. Ça, c'est le mec qui va remplacer Pablo. Il y a pas besoin. Genre, t'as l'impression que les mecs qui se plaignent le plus du mauvais temps, c'est ceux qui foutent le plus le bordel. Les gars, s'il vous plaît. Enfin, honnêtement, je comprends pas les déclarations d'après-match. Quand tu vois le match, tu te dis, on aurait perdu 3-0, ça aurait été mieux. Parce qu'au moins, tout le monde aurait fermé sa bouche. Ça aurait été plus simple, ça aurait été plus limpide. Tu te fais éclater par le PSG. Tu peux être à 1 an et demi du projet et te faire éclater par le PSG. Si tu tombes contre un bon PSG, c'est banal. Non, toi, tu fais un bon match. Il t'arrive quand même à foutre le feu. Alors que je pense qu'aucun supporter de l'OM était, était mécontent du visage de ce match-là. Alors, t'auras toujours ceux qui disent, ouais, c'est une équipe qui a pas le mental, ils craquent dans les dernières minutes. Certes. Mais c'était pas non plus, tu t'étais pas tapé la honte devant tout le monde. Après Nantes, tu avais montré que cette équipe-là n'était pas totalement morte. Mais non, t'as choisi un tout autre chemin. Donc, moi, j'arrive plus, il y a des moments où j'arrive pas à les suivre. J'arrive pas, ce match-là, c'est franchement, j'ai eu du mal à suivre la manière dont les dirigeants l'ont pris et se sont appuyés dessus dans la presse. T'en penses quoi, toi, Max? Bah, surtout que, hormis, bon, De Zerbi est arrivé en craquant complètement en conférence de presse, mais ça, il a un peu l'habitude d'être volcanique dans l'émotion, avec pas toujours beaucoup de, soit une hauteur qui ne montre pas dans les conférences d'après-match, soit un manque de hauteur. Mais ça encore, on a un peu l'habitude, donc on l'aime ou on l'aime pas, mais on sait un peu qu'une fois sur deux, c'est une pièce en l'air et il y a possibilité d'avoir une dinguerie en conférence de presse. Moi, ce qui m'a plutôt étonné, et je te rejoins au petit, c'est que la première partie de l'intervention de Mehdi en conférence de presse, elle est plutôt bonne. Parce que lui, justement, il loue le match, il loue la réaction des joueurs après Nantes, il loue une partie de son équipe, il loue même le coach. Et c'est après, je sais pas à quel moment ça switch et à quel moment on commence à parler du futur, des remplacements. Et là où moi ça m'interroge, et ça va nous peut-être faire une transition vers un autre sujet dont on voulait parler, la communication globale et la communication autour forcément des jeunes, des départs, des choses comme ça qu'on avait déjà évoqué dans le dernier épisode, mais qu'on va pouvoir réévoquer
avec plus de matière étant donné que Vaz est officiellement parti. Mais c'est que j'ai l'impression qu'il y a à chaque fois plusieurs étages de communication, que de temps en temps on tente une transparence assez honnête, et puis après il y a une petite phrase qui sort de façon voulue ou pas voulue, je sais pas, mais elle est lourde de sens et de conséquences. Et à chaque fois, sur tous les dossiers, c'est un peu comme ça. Et c'est là où tu deviens un peu inaudible. Pablo Longoria, il avait eu des propos sur l'arbitrage extrêmement cohérents l'an dernier, mais il avait fait une ou deux sorties un peu moyennes qui avaient rendu l'ensemble du propos inaudible. Là, sur l'après-match, on peut dire la même chose, c'est-à-dire que le groupe était remis d'équerre. Je pense que Mehdi, Pablo et De Zerbi étaient assez d'accord pour sur la même longueur d'onde de dire il y a eu une réaction après Nantes, et même nous on l'a vu, et tant mieux. Mais t'as une petite phrase qui met le feu. Sur les jeunes, sur Vaz, sur Bacola, etc. On reviendra parce que c'est des cas un peu plus complexes. Mais tu leur mets le feu, tu commences à critiquer un peu qui ils sont, les entourages, des choses comme ça. Et puis derrière, le temps passe, on commence à parler de besoins financiers, on commence à... Alors pourquoi est-ce qu'il... Et je sais qu'en termes de communication, il y a eu des changements en interne qui étaient, a priori sur le papier en tout cas, assez pertinents. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour leur écrire leur texte, entre guillemets? Alors je sais que c'est un peu tous des électrons libres et qu'on va pas commencer à demander à des gens de la stature de Benassia, De Zerbi et Longoria d'avoir des gras de papier. Bon, gras de papier c'est peut-être un peu dégradant, mais en tout cas d'avoir quelqu'un qui leur souffle à l'oreille ce qu'ils doivent dire et pas dire. Mais ça mériterait quand même de s'y pencher sérieusement. Et à défaut d'avoir toujours des résultats en adéquation avec la prétendue stature du club et les objectifs, ça permettrait au moins qu'il y ait une certaine crédibilité dans le propos, et puis qu'on arrête d'être aussi la cible, en tout cas les victimes de moqueries des autres supporters français. Parce que je peux le comprendre, à un moment donné, t'es un peu... tu récoltes ce que tu sèmes en termes de communication. Je me permets de réagir direct, Max. Quand tu dis ils n'ont pas de conseiller com, non, pour moi, soit ils en ont pas, soit ils les écoutent pas. Parce que là, le buzz qu'il a eu, l'homme que t'as parodié pour l'introduction, c'est juste parce que RDZ montre que ça l'a touché. Parce que sinon... Roberto le susceptible. Ouais, enfin, si Roberto ne réagit pas de prime abord, il passe pas dans RMC, je sais pas quand c'est qu'il est passé, notre ami. Parce que moi, au début, tu te dis, bon, déjà, qui t'a demandé de dire que... Moi, je suis d'accord que le propos de base, il est lunaire. Personne t'a demandé si l'OM de De Zerbi, c'était ton OM préféré. Puis après, le mec, il ment en disant, ouais, je parlais de l'OM de 93. Non, frérot, tu parlais pas de l'OM de 93. Tu disais que l'OM de De Zerbi te plaisait pas et que tu préférais celui de, je sais pas moi, sans doute de Garcia, Tudor ou de Bielsa. Tudor ou un peu qui tu veux, mais tu parlais pas de 93. Mais toi, tu lui réponds et tu donnes de l'épaisseur. Un coach c'est pas pour me manquer de respect, moi je suis même pas coach d'une départementale, mais s'il passe chez RMC c'est parce que tu lui réponds, mais si tu lui réponds pas, qui va le calculer? Enfin, ok, on peut être critique sur ce que tu veux, mais Roberto, enfin, c'est pas le mec de Bayeux qui nous intéresse pour te critiquer, genre on s'en fout en plus de son avis. Genre en fait, qu'est-ce que t'en as à faire de son avis? Il aime pas ton équipe, enfin, concrètement, ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. C'est un grand mot parce qu'il faut quand même des compétences pour être coach en R1. Je dénigre pas, mais on a l'impression quand même qu'il y a parfois des réactions qui émanent de propos de gens qui n'ont aucune importance ou qui ne devraient avoir aucune importance, que les mecs lisent un peu les réseaux et réagissent et surréagissent sur des propos ou sur des thématiques. C'est lunaire. C'est lunaire. Qu'on passe 3 jours sur Eric Fouda, bon, moi ça m'a fait marrer et ça m'a permis d'avoir une intro, j'étais sec, mais sans ça, normalement, tu dois pas, on doit pas connaître le nom de l'entraîneur de Bayeux, en règle générale. On n'entend pas parler du nom du coach d'une R1 qui joue Ligue 1. Surtout dans un monde normal, il le prend de haut.
il lui met 9-0 comme il lui a mis parce que il y a pas de, enfin, il y a un écart monstre entre ses joueurs et les nôtres. Et il lui serre la main après le match, et je sais pas, moi, mais genre, il peut pas être touché par, enfin, il peut pas, genre, c'est pas possible, genre. Tu peux pas. En fait, tu comprends pourquoi l'environnement marseillais, ça les tue si au premier coach de R1 enfin, je sais pas quoi dire. En fait, je sais même pas ce qu'il y a à dire là-dessus, genre. Il Mais faut le psychiatre. On en mais revient au psychiatre. je trouve qu'il y a des nuances à faire dans la communication. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que par exemple, pour parler de Mehdi Benassia, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut prouver qu'il est à la hauteur, tout le temps. Il veut prouver qu'il est compétent, que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, etc., etc., et qui a peut-être trop de pression. Qui a peut-être qu'il se met un peu de pression par rapport à ça. Euh, C'est sa première expérience en plus en tant que directeur sportif. en tant que DS. Et en fait, comment je le vois, c'est que finalement, à chaque fois, il est prêt à mettre sa candidature en fait dans la balance. Bah, si ça se passe mal, moi je pars. Si ça se passe mal, moi je pars. Et que bah voilà, on me jugera sur mon travail, etc., etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut gérer parce que finalement, si toi tu dis ça comme une preuve de sincérité, c'est reçu comme de l'instabilité d'un point de vue extérieur. Vous avez vu à chaque fois les débats que ça relance, bah lui il partira en fin de saison, alors que finalement ça il le dit depuis qu'il est arrivé. Moi de toute façon je vais pas durer là longtemps, je sais pas si je vais réussir à durer, etc., etc. Donc moi quand il a dit ça, je fais bon bah ça veut dire qu'il a été touché quoi, parce qu'il se dit bah voilà on a échoué ce soir, et lui finalement pour réparer cet échec-là, il dit bah vous inquiétez pas, de toute façon moi on me jugera sur mon travail et je suis pas là pour longtemps, je suis pas là entre guillemets pour chauffer le siège et partir avec un parachute doré comme il l'avait évoqué pour d'autres collaborateurs de l'OM. Et derrière par contre sur Roberto De Zerbi, il y a une nuance, c'est que pour le coup il relève je trouve beaucoup de polémiques assez bêtes, et celle de Eric Fouda moi je la trouve assez symptomatique, c'est que si effectivement tu es touché par ce que dit un entraîneur de R1, aussi belliqueux qu'il soit dans sa manière de communiquer, moi Eric Fouda, moi, il m'a régalé parce que j'ai trouvé ça dingue déjà que ça soit relevé en premier lieu, et que lui dise ouais non mais De Zerbi c'est du mauvais Luis Enrique, hein, il a pas les joueurs, il fait un truc. Ça m'a fait super rire parce que en dehors du fait que certains le disent sur les réseaux sociaux, et moi-même je me permets d'être critique, pas sur ce point-là et pas avec cet argumentaire que je trouve assez mauvais d'ailleurs, euh, mais j'ai pas compris parce qu'il avait vraiment l'air quand tu dis en conférence de presse, je lui donnerai mon numéro pour qu'il me donne des conseils, généralement ça veut dire cause toujours t'as un guignol, tu vois. Et le truc c'est que j'ai trouvé ça assez dingue parce que si t'arrives à être piqué dans ton ego par rapport à ça, c'est peut-être que t'es pas l'entraîneur le plus humble qui existe, parce que ça veut dire que tu fais attention à tout ce qui se dit sur toi, qu'en même temps il y a peut-être un manque de confiance, mais aussi un ego, donc c'est un truc aussi assez complexe. Et derrière, De Zerbi qui se justifie en permanence sur des choses simples, et comme vous l'avez dit, moi je trouve que des fois il n'hésite pas à remettre tout sur les joueurs, sur l'impact psychologique des joueurs. Il faut être psychologue, et il dévoile parfois des choses qui font que ça expose les joueurs. Et derrière, il y a quand même aussi, et ça va dans ce sens-là, une culture de l'excuse sur un certain nombre de choses. Rarement, quand tu regardes les conférences de presse, De Zerbi dit oui, c'est de ma faute. Il l'a dit, attention, à certaines occasions, mais souvent la première explication c'est les joueurs n'ont pas su, les joueurs sont comme ci, les joueurs sont comme ça, je ne sais pas ce qu'il manque. Ben, après S'il ça, faut, pour le coup, Marwan, récemment, il l'a fait, tu vois. Tu il l'a vois, fait, comme mais après, mental. Et récemment, genre après Nantes, il a dit, c'est ma faute, mais il a dit, ouais, c'est mais ma faute, regarde, on n'arrive pas à être la même équipe. mais c'est pervers de dire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la façon dont il le dit. Parce qu'en fait, il dit, ben, c'est vrai, c'est moi, je suis en charge, mais je sais pas quoi faire, ils arrivent pas. Donc forcément, s'ils arrivent pas et que moi je suis le responsable, c'est de ma responsabilité. Mais du coup, en filigrane, ce que les gens comprennent, c'est, t'as un groupe d'enfants peureux, tu vois. Et que quoi que tu fasses, ça change pas. Et c'est ça, en fait, qui est pervers dans cette déclaration-là. Parce qu'il se pose en responsable, mais en se posant en responsable, il va accentuer le fait que le coupable, c'est pas vraiment lui. C'est ceux qui n'arrivent pas à comprendre sa pédagogie à l'instant T. Et c'est ça le Mais problème. et ça, et après juste, je vais laisser la parole à la défense Younes, parce que je le vois secouer la Dernier main. point, Max. Dernier Vas-y. point, Max, c'est que moi, il y a un truc qui ne trompe pas dans cette analyse, c'est quand tu vas psychiatriser le débat en parlant d'un psychologue. Ça veut dire que finalement, il faut médicaliser l'affaire, que c'est un problème d'ordre psychologique de la part des joueurs, et en dehors du fait d'avoir peur pour un match, c'est qu'il y a un vrai trouble. Oui, Et c'est pour moi, profond, pour le ouais, c'est coup. profond. Et pour moi, ça, c'est toxique. Et justement, mais ça rejoint un peu aussi ce qu'on s'était dit sur le dernier épisode concernant les transferts, c'est que
même quand il s'agit de sortir des joueurs, et c'est là où je te rejoins, c'est pas toujours le coach qui le fait, encore que il l'a déjà fait aussi, en disant un peu: «J'ai pas réussi à les mettre dans les bonnes conditions, donc on le dégage après 6 mois». Mais ça veut aussi dire: «Ouais, il a eu 6 mois, il a pas fait un bon match», et c'est un peu de leur faute, mais c'est jamais non plus totalement de leur faute. Et puis bon, vu qu'on s'en sort toujours à peu près financièrement, ouah, allez, on s'en fiche. Mais je laisse, Younes, répondre à Ah ouais, il y a 2 choses que ça m'évoque, notamment. Bon, je suis navré de donner de l'eau à ton moulin parce qu'effectivement, je vais défendre un petit peu notre ami Roberto encore une fois. Mais sur la déclaration sur Eric Fouda, honnêtement, j'ai été revoir la séquence que je déteste. Autant j'aime beaucoup certains médias qui relaient l'actualité de l'OM et qui nous partagent des conférences de presse, etc. Mais il faut regarder à chaque fois sur quel ton c'est dit, avec quelle expression de visage, etc. Et honnêtement, j'ai revu la séquence. Pour moi, ça m'avait pas choqué qu'ils répondent, et je trouve que c'est assez irrespectueux de la part de l'entraîneur de Bayeux de se permettre de dire ça et de juger le travail d'un de ses compères, déjà de base. Et peu importe son niveau, parce que j'aurais dit la même chose d'un entraîneur de Ligue 1. Et je pense que Deserbi a juste voulu, en gros, souligner le fait que ça manquait un petit peu de classe, et il l'a dit avec un ton un petit peu ironique. En gros, je peux lui donner mon numéro, il m'expliquera de vive voix. Honnêtement, moi, je suis pas du tout choqué par sa déclaration. Ça me choque pas qu'il réagisse à ça, parce que, encore une fois, je trouve ça assez irrespectueux, et je trouve que c'est une douce façon de souligner à l'entraîneur de Bayeux que ça ne se fait pas, c'est pas très élégant de sa part. Et ça rejoint un problème qui est beaucoup plus vaste, selon moi, c'est que j'ai l'impression on est à l'OM dans une situation où chaque semaine, il faut se justifier sur le projet, et pire encore, et ça rejoint ce que disait Marouane un petit peu sur Mehdi Benatia, mais c'est plus large, c'est à l'échelle de l'OM complètement, selon moi. Chaque défaite, elle doit être expliquée, justifiée. Il faut légitimer le fait que le projet est quand même le bon, qu'on va pas tout remettre en cause, qu'il faut prendre des enseignements de cette défaite-là, etc. Très honnêtement, le match contre Nantes, je comprends pas pourquoi ça fait autant de gravuge en post-match, sur les déclarations, avec ce que dit Mehdi Benatia, etc. C'est un match de reprise, il est foiré. Enfin, vraiment? Non, mais comment ça? parce que te faire tourner par Ahmed Kantari en 2026. Non, mais avec, Non, enfin, j'étais à peu près d'accord avec ce que tu disais, mais non, c'est dur quand même. Ce oui, que mais tu non, mais produis c'est nul. sportivement Ouais, et même dans ça, dans la façon non, de mais te faire expulser, etc. Non, il y a rien qui va. Hein. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est un match raté. Mais est-ce qu'un match raté, ça implique qu'on ait autant de justification? Fermez-la, retournez travailler et montrez-nous dès la semaine prochaine que c'était un accident. Il n'y a pas Là, on qu'un a match l'impression raté. que... Pardon? Mais il n'y a pas qu'un match. C'est pas un accident maintenant. C'est pas un accident, c'est un itinéraire là pour le coup. C'est, Là, c'est- tu prends Nantes, tu prends Angers, tu prends Toulouse, tu prends Lyon, tu prends Lille, tu prends Rennes, tu prends l'Atalanta. Oui, Bah, au mais bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup quand même. C'est ça le le truc. match C'est avant pour ça que Nantes, les gens. le match avant Nantes, c'est ouais, Monaco, et tu le gagnes en étant bon. Enfin, je veux dire, c'est pas une T'es pas mauvaise bon série que tu contre traverses. Monaco. T'es pas bon contre Ouais, Monaco. après, Ah, Contre l'Union mais Saint-Gilloise, t'es pas bon non plus. ça va, on a déjà fait ce débat-là, en vrai, on va pas après, mais le refaire, même s'il date d'il y a un mois et qu'il peut paraître vieux pour nos Euh, auditeurs. Mais si, Mais il est désolé, là le souci en fait, Younes. le match, il est bon contre Monaco. Il est là le souci. Il est là le souci, Et c'est qu'en fait, il y a un qu'importe. effet d'accumulation qui font que les gens, en fait, ils disent, mais en fait, quand est-ce qu'on va réagir? C'est ça le souci, c'est que les gens, Mais, mais enfin, c'est quoi ce que je veux dire réagir? par là, c'est que pour moi, dans ce que tu dis, regarde, je termine, C'est faire une regarde, série tu vas peut-être. comprendre, tu vas comprendre. C'est que, de façon globale, il y a eu une très très grande tempérance des supporters depuis un petit moment avec l'Olympique de Marseille depuis Tudor. On en avait déjà parlé, on va pas refaire tout le propos. Il y a des défaites qui sont passées comme ça, où effectivement tout le monde a dit bah voilà, on va pas l'expliquer, etc., etc. C'est dommage, c'est un accident de parcours, on peut pas gagner tous les matchs. La saison dernière notamment, ça a été le cas, elle a été jugée de façon assez clémente, hein, sincèrement, pour ce que tu as produit et pour le résultat final. Et derrière, bah, cette saison, quand tu vois qu'il n'y a pas de progression, pire, parfois même tu te dis mais en fait on joue encore plus mal que sur certains moments la saison dernière, bah forcément derrière ça va faire réagir puisqu'il y a un effet d'accumulation. Et surtout que c'est les mêmes scénarios qui se répètent. Là, on n'est pas sur un épiphénomène où bah voilà, ça arrive, il y a une tentative d'intervention, se mêle un peu de Vermeuren, bah c'est dommage, allez expulser. Non, là c'est une accumulation, tu vois.
Non, l'accumulation, je l'entends parce que c'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose qui se répète de manière aléatoire et entre-temps, pour moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des matchs qui sont bons et c'est pas une série noire depuis le début pour le coup. Et en fait, j'ai l'impression que chaque fois que ça arrive, ça vient confirmer tous ceux qui sont entre guillemets désherbosceptiques et qui pensent que c'est pas le bon entraîneur. Ah bah voilà, je vous l'avais dit. Voilà, c'était sûr, ça allait arriver. Alors qu'entre temps, il y a eu 3 bons matchs ou deux bons matchs et un match moyen, mais que t'as quand même gagné. Enfin, en fait, c'est ce sentiment de devoir tirer une conclusion à la fin de chaque match pour dire est-ce que l'OM est dans le bon ou pas. Et pour moi, c'est pas à ça que ça s'apprécie le travail d'un entraîneur, la qualité des joueurs, la qualité de ton effectif, etc. Là, j'ai l'impression que à chaque fin de match, on doit tamponner si c'est bien ou pas. Et si c'est pas bien, en gros, il faut tout remettre en cause pour le coup. C'est l'histoire d'une saison. Une saison, c'est long. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de hauts normalement quand ça se passe bien. Il y a aussi quelques bas, il faut les accepter. Et quand il y a des bas, on n'est pas obligé de tout remettre en cause à l'échelle du projet, du choix de l'entraîneur, du choix des joueurs, de la construction de l'effectif, etc. Il y a des matchs, je suis désolé, mais le match de Nantes, il est dégueulasse, mais c'est un match raté de fond en comble et ça remet rien en cause. Enfin, non, t'as pas besoin de Deserbi pour gagner contre Nantes quand t'as l'effectif que t'as. Euh, Deserbi, théoriquement, il a pas besoin d'inventer l'eau chaude pour battre Nantes. Enfin, je veux dire, c'est un match que tu rates, tout le monde le rate. Les choix sont peut-être pas bons sur la compo, la motivation du groupe pour la reprise, etc. n'est peut-être pas bonne. Les choix tactiques ne sont peut-être pas bons. Les joueurs ne sont pas bons non plus. Enfin, c'est tout ça. C'est tout ça moi qui me dérange. C'est ce sentiment à chaque fois que il faut tirer un bilan global du projet OM et du trio Longoria, Benatia, Deserbi à chaque fin de match. Franchement, je suis pas d'accord avec toi, Younes, parce que je pense pas que ça a été le cas à chaque contre-performance, tu vois. Genre, contre Nantes, je pense que le choc que ça crée, c'est parce que, bon, déjà, c'est le retrouvailles avec l'OM post-trêve, que c'est au Vélodrome, que c'est contre Nantes, qui est lanterne rouge ou avant-dernier, qui vient de nommer El Kantari, que tous les suiveurs du foot français, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, bon, il y a des clubs, ils sont encore au début du XXe siècle ou dans les années 2010. Et toi, tu te fais, enfin, c'est même pas un match qui tourne mal, c'était ridicule au possible. Et moi, je suis pas d'accord avec toi. Au bout de 18 mois, ce genre de match-là, il doit plus exister. Il peut exister contre un peu plus fort. Il peut exister dans une moindre mesure. Mais à ce point-là, au bout de 18 mois, pour moi, t'as plus le droit à ce genre de dérapage. Et quand tu dis qu'à chaque dérapage, il y a tout le monde qui tombe dessus, euh, peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est le cas, mais je pense pas qu'il y ait une majorité de gens, par exemple, je sais pas moi, notre série de victoires en septembre, octobre, c'est quoi qui vient la casser? C'est quoi qui vient la casser? Ça va être le Sporting, je crois. Ouais. Bon, C'est le tout le monde a Sporting, ouais. pris, tout le monde a pris, tout le monde a pris acte, enfin, de mémoire, hein, mais tout le monde avait pris acte du scénario du match. Même contre Lens, les gens avaient été gentils en pointant les responsabilités individuelles. Euh, honnêtement, je trouve pas que ça soit, je trouve pas que l'OM fasse face à une vindicte populaire. Je trouve pas que ce projet ait beaucoup d'adversaires, si ce n'est si ce n'est c'est les composantes elles-mêmes du projet qui, en fait, t'as l'impression qu'elles les anticipent elles-mêmes les vindictes et qu'elles préfèrent elles y répondre et presque les alimenter plutôt que Ouais, faire là, face là, quand ça. Non, je te rejoins complètement pour le coup, et eux aussi ont leur part de responsabilité là-dedans. C'est que j'ai l'impression qu'ils alimentent constamment le peu de personnes, parce que je suis d'accord avec toi. Je pense, pour moi, c'est pas une majorité de personnes qui sont insatisfaites du trio qu'on a à la tête du club, mais j'ai l'impression que eux sont omnibulés par ça, que les trois sont habités du même sentiment de devoir faire l'unanimité et qu'ils ont tellement d'ego, ah, ça, je suis d'orgueil d'accord avec toi à 100%. que c'est des personnalités qui aiment bien faire l'unanimité et sur une salle de 100 personnes, si 99 personnes sont d'accord avec elles et il y a une personne qui n'est pas d'accord, elles vont passer les heures qu'il leur reste à essayer de convaincre cette centième personne sans se satisfaire de savoir qu'il y a déjà 99 personnes à qui elle leur cause. Et ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je Ça, suis c'est une d'accord. critique qu'on peut leur faire légitimement. Mais quand je parle de ce contexte et de ce devoir impératif de devoir tirer des conclusions à chaque fois, c'est pas
une critique des gens qui le pensent, chacun pense comme il veut. C'est le sentiment que le club et sa direction, en l'occurrence, et l'entraîneur, se laissent submerger par ça et nous donnent des explications à chaque fois comme s'ils nous en devaient, heu, constamment. Enfin, encore une fois, pour moi, le match contre Nantes, il est raté, fermez-la et retournez travailler. Désolé d'être vulgaire, mais c'est exactement le sentiment que j'ai. C'est un match de reprise, il est raté, OK, bah, je veux pas vous entendre parler, je veux pas entendre, vos réactions d'après-match, j'ai pas envie d'entendre, tout ça, juste retournez travailler, parlez-vous, parlez entre vous, mais arrêtez de devoir justifier, les stories des joueurs qui s'excusent parce qu'ils ont pas été bons ou je sais pas quoi. Enfin, ça a ni queue ni tête. Mais du coup, j'ai une question qui me vient là. Est-ce qu'à votre avis, le projet des 3 ans et le côté on s'est tenu la main à 3 contre Vents et Marais peut ne pas aller au bout des 3 ans avec l'un ou l'autre des acteurs? Bah écoute, pour te répondre, moi je pense que oui, parce que je pense qu'il y a quand même une tension qui est autour du club qui est présente. Je pense qu'il y a des choses qui sont mal vécues. Je trouve que, il y a quand même des personnalités qui m'ont l'air assez opposées. Moi, tu vois, je suis toujours surpris de voir un trio Longoria, Benassia, Roberto De Zerbi parce qu'ils ont des personnalités, qui s'opposent parfois, notamment, Longoria et les 2 comparses. Parce que Longoria est certes un Méditerranéen, mais c'est quand même, quelqu'un qui est beaucoup plus, heu, comment dire? J'allais dire pudique, mais je doute pas du fait que Roberto De Zerbi et Benassia soient pudiques. Simplement que dans la communication, elle est beaucoup plus mesurée. Il y a beaucoup moins d'effusion quand il passe devant un micro, hormis évidemment le tout corrupt. Donc, à voir. Peut-être que ce qu'on voit en apparence, c'est peut-être pas ce qu'on voit en coulisses, mais c'est vrai que les tensions, je pense qu'elles se voient beaucoup notamment sur Roberto De Zerbi. Moi, pendant la conférence de presse, je sais pas si vous l'avez vu, Younes faisait mention de l'extrait sur Eric Fouda. Moi, c'est une conférence que j'ai regardée quasi en intégralité. J'ai trouvé Roberto De Zerbi marqué, j'ai trouvé Roberto De Zerbi en tension et beaucoup moins dans la diplomatie, même si évidemment, d'habitude, c'est pas non plus le plus grand diplomate de cette planète. Donc moi, ça m'étonnerait pas que ça puisse craquer. De toute façon, c'est l'Olympique de Marseille. Je pense que celui qui vous dit l'inverse serait un fou, ou quelqu'un qui ne connaît pas le club. Donc moi, si on me dit demain que Roberto De Zerbi démissionne, je dis bah ok, ça peut arriver. C'est l'OM. On a eu des tonnerres d'une intensité similaire, donc ça m'étonnerait pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, on a eu un coach qui démissionne à la première journée, donc pour le coup, parti de là, ça a été un des grands traumatismes de ma vie de supporter. Donc oui, non, mais honnêtement, je serais pas surpris, mais enfin, je pense pas que l'un de nous puisse se laisser surprendre par quelque chose qui arrive dans ce club. On sait très bien dans quoi on a mis les pieds en supportant l'Olympique de Marseille, et c'est pas un club qui brille par sa stabilité. Donc non, je serais pas surpris, mais pour moi, il y a aucune raison de tout remettre en cause. Enfin, t'es dans les rangs encore une fois en championnat, t'es dans les rangs en Ligue des Champions par rapport à ton retour cette première saison. T'as eu un effectif, pour moi, à peu près bien construit et dont t'as pas pu bénéficier pendant une longue période de temps, et tu vois a priori sur quelques bribes que, avec le retour de tout le monde, t'as de quoi espérer une fin de saison qui soit à la hauteur de tes ambitions. Enfin, partie de là, je vois vraiment pas de situation d'urgence ou de crise à l'Olympique de Marseille. La situation, en tout cas, ne l'appelle pas. Et pour autant, j'ai le sentiment que les réactions qu'on observe un peu à droite à gauche de Benatia, de Zerbi, encore une fois, bah, laissent penser que l'OM est 8e au classement, complètement décroché de la course à la Ligue des Champions, et qu'on a fait 2 points en Ligue des Champions ou 1 point. Ça me permet du coup de vous poser une question qui fait peut-être un peu transition, et après, au petit, je te laisserai aussi revenir là-dessus si tu veux. Mais on est le 15 janvier. L'OM est toujours en course dans les 3 compétitions, tu viens de le rappeler, Younes. Il n'y a donc plus le PSG en Coupe de France. Il n'y a plus Bayeux non plus en Coupe de France. Donc il y a quand même plusieurs ogres qui sont tombés ces derniers jours. Mais au-delà de la blague, qu'est-ce que doit jouer l'OM sur les 5 mois à venir? Et qu'est-ce que, objectivement, l'OM peut se permettre comme objectif? Dans le sens où, je vais être très honnête avec vous, même si j'ai jamais cru au titre, là, pour moi, par exemple, le titre en Ligue 1, si on pouvait, en novembre, se dire on verra en mars où on sera, là, oui, on verra en mars où on sera, mais à mon avis, on sera quand même derrière, à minima, le PSG. Et là, il y a un trou
qu'on pourrait récupérer, mais qui, entre la Ligue des Champions et la Coupe de France, m'apparaît être quand même un sacré gap. Donc, pour vous, est-ce que l'OM doit tout jouer sur la Coupe de France? Est-ce qu'objectivement, on peut imaginer passer un tour? Alors, ça, tout dépendra du tirage, mais en Ligue des Champions, est-ce que l'OM doit forcément et foncièrement aller chercher une deuxième place en Ligue 1, par exemple, en sachant que 2 ou 3 dans l'absolu en Ligue 1, si ce n'est sur l'image, mais ça change pas grand-chose foncièrement, notamment en termes financiers, petit peu, mais plus grande chose à la hauteur de ce que représentent et les droits et les récompenses de fin de saison. Donc voilà, la question est un peu ouverte. Je te donne la parole au petit quand on t'a pas entendu sur la question d'avant, mais qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que doit jouer l'OM objectivement? À quoi peut-il prétendre aussi? Au risque de choquer certains. Le titre? Non, non, le titre. Pas- Non, non. Le titre, que t'es à 7 points du PSG et 8 points de Lens. Déjà prendre un point de plus que le PSG sur 34 journées, c'est compliqué. En prendre 8 de plus sur, je sais pas combien il en reste, là, la moitié du championnat, donc 17, ça risque d'être très, très, très compliqué. Mais moi, peu importe comment, tu finis 7e ou 6e et tu prends la Coupe de France, c'est mieux pour les 10 prochaines années de l'OM que d'enchaîner un deuxième podium comme certains le placent je sais pas moi, c'est comme si j'ai l'impression que c'est dans un jeu vidéo, si tu fais j'ai l'impression que le championnat de France, c'est un jeu vidéo, si tu fais 2 podiums d'affilée, je sais pas, tu passes dans une autre galaxie et tu seras forcément un autre club par la suite. Non, si tu fais 2 podiums d'affilée et que tu continues à acheter des joueurs pourris, empiler des indésirables, avoir une politique de recrutement bizarre, une gestion des jeunes étranges, un projet de jeu perfectible, tu changeras pas de galaxie. Alors que si tu prends un titre, ben tu t'es réuni sur le vieux enfin, le principe de faire deux podiums d'affilée, c'est pour améliorer ton équipe, être plus périn, pour aller chercher quoi? Un trophée. Si on peut aller chercher le trophée et pas prendre le deuxième podium de suite, moi ça me va très bien. Si jamais ça doit nous mettre dans une période de C'est scandaleux au petit si tu fais pas podium. Coupe de Non, France mais ou même, pas et Coupe de France, au-delà de ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. je trouve que tu te trompes vraiment dans l'analyse de la situation, là, pour le coup, au petit. Déjà, le simple fait de dire que on empile les indésirables comme si on en avait 16 dans l'effectif, Non, je dis ça pour c'est pour beaucoup rejoindre les dire, propos de ceux qui t'expliquent pourquoi on est dans ce truc-là. Mais vas-y. ouais, mais même recruter des joueurs pourris, je veux bien, mais enfin, si tu fais le bilan des recrues que t'as faites, je suis pas sûr Non, que tu sois dans le négatif. c'est Et dans ça montre bien que justement, parce qu'on a fait podium l'année dernière, honnêtement, tes erreurs, elles sont quand même moins graves que quand t'as pas d'argent et que tu dois bricoler. Et au-delà de ça, enfin, peu importe que tu fasses un bon recrutement ou un mauvais recrutement, juste en étant neutre, quand tu valides un podium de Ligue des Champions, que tu as les rentrées d'argent qui vont avec, tu t'offres quand même une marge de manœuvre qui est quand même beaucoup plus agréable. Et le joueur nul que tu prends cette année, il est quand même bien moins nul que celui que tu prenais quand tu n'avais pas d'argent et que tu devais faire les fonds de tiroir. Enfin, encore une fois, j'en réfère à, je sais pas, tu prends les mercatos de dernier qu'on a eu où tu dois prendre Jean Onana, par exemple. Tu vois, des Jean Onana, tu n'en as plus dans l'effectif aujourd'hui. Et c'est ouais, forcément mais lié au fait que tu as été capable c'est pour d'aller ça. en Ligue des Champions. Là, je vois C'est pour ça. Marwan qui me fait deux grands signes. Paul Non, mais Lirola, il est Luis arrivé Garcia, avant Neil Jean Mopé, Onana, lui, c'est pas pareil. Je te parle dans ceux que tu as pris récemment, pour le coup, dans les joueurs qui sont Non, mais arrivés après Jean Neil Onana. je suis Mopé. d'accord avec toi, Younes. Et c'est pour ça que les Neil Mopé, procès c'est pas sur Jean les, Onana, quand même. c'est pour ça que les procès sur les mercatos d'hiver, je les trouve un peu malhonnêtes parce que il y a des gens qui sont amusés à reprendre tous les mercatos d'hiver. Il y a déjà pas mal de recrutements qui étaient des trucs pas engageants. C'est-à-dire des trucs où tu dis, bon, il me faut un joueur pour 6 mois pour combler au cas où j'en ai besoin. Et des erreurs de recrutement qui t'engageaient sur 3-4 ans sur les derniers mercatos d'hiver, il y en a eu. Mais c'est pas la liste des 15 joueurs. Par exemple, je sais pas, moi, l'été dernier, Benasser, c'est un prêt. Tu tentes le coup, mais si ça marche pas, tu le laisses repartir, c'est ce qui s'était passé. Amar Dedic, c'était un prêt, c'était pareil. Luis Felipe, c'était un contrat de 18 mois avec un salaire de mec qui revient de je sais pas où. Pareil, c'était pas engageant. Le seul transfert engageant de l'hiver dernier, c'était Gouiri. C'est peut-être l'un des 5 meilleurs joueurs de l'effectif, si c'est pas le premier ou le deuxième.
Donc ça réside. Et tous les trucs que j'évoquais, c'était par l'absurde, Younes. C'est pas des trucs auxquels je rejoins. Moi, je suis plutôt satisfait de l'effectif. C'est juste pour te dire que je place pour moi le trophée en Coupe de France au-dessus de n'importe quelle considération de pérennité, de long terme, de moyen terme. Ce club est sous assistance respiratoire et les crises hebdomadaires dont tu parles, c'est parce qu'on gagne pas de titre. Moi, j'échange tout ce que tu veux pour le trophée de Coupe de France, qu'on finisse même 8e, celui qui est d'accord, qui est pas d'accord, ok, mais pour moi, c'est lunaire, genre. Enfin, j'ai pas plus gros traumatisme dans ma vie de supporter qu'Annecy. Alors que, je sais pas, moi, l'élimination contre la 4e place de Bielsa, elle me fait mal, mais elle m'empêche pas de dormir la nuit. Alors que l'élimination en Coupe de France contre Annecy, la perte du trophée pour moi, parce que honnêtement, Sochaux, peut-être. Ouais, Sochaux, j'étais petit, mais ouais, Non, mais après, dégoûtant. Sochaux, j'étais chez le père d'un ami à l'époque, pour le j'étais coup, petit, il a cassé des choses chez lui, c'était chez lui, genre. C'était le plus. Il y a souvent des choses cassées quand t'es autour d'un match, quand même. Ouais, et pourtant, ce soir-là, enfin, c'était pas un match d'Algérien, hein. C'était, franchement, ce soir-là, mais c'était encore des Méditerranéens, comme quoi, quand tu regardes un match au bord de la Méditerranée, il faut faire attention. tu peux, en vrai, pour répondre à ton propos, j'ai pas meilleur argument que de prendre les derniers gagnants de la Coupe de France hors PSG. Je vois très peu d'équipes qui sont sur de bons rails actuellement. Et à l'inverse, si tu prends des clubs à l'échelle européenne qui enchaînent les qualifications européennes depuis plusieurs années et qui n'ont pas gagné de trophée, je les trouve en bien meilleure position que celles qui ont gagné la Coupe de France chez nous. Donc moi, je continue de penser, et c'est pas antinomique. De toute façon, l'Olympique de Marseille peut gagner la Coupe de France en assurant un podium. Marouane a raison de dire que c'est scandaleux si tu fais pas podium. Je le rejoins à 100%. Ça va absolument pas. C'est pas les 4 matchs qui te restent en Coupe de France qui vont menacer ta saison sur le podium en Ligue 1. Mais honnêtement, si tu dois impérativement choisir, et on rentre dans le fictif et un peu dans l'absurde, si tu dois choisir entre les deux, je pense que moi, je préférerais la qualification avec des champions parce qu'elle augure de bien plus belles choses que les 15 jours de fête qu'on va avoir, le 1 mois de fête qu'on va avoir. La Coupe de France, avec tous mes respects, et on n'a pas eu assez de trophées sur les 15 dernières années, pour pas dire zéro, pour essayer pour cracher dans la soupe. Mais honnêtement, début d'année, quand tu recommences ta saison, la Coupe de France, elle est finie. Plus personne ne se rappelle de qui a gagné la Coupe de France. Hein. Je laisse la parole à Marouane juste après. Mais est-ce que t'as pas peur, Younes, que on se requalifie, par exemple, on fait un parcours un peu honteux, genre on tombe contre Rennes le tour prochain, ce qui est pas un scénario complètement déconnant. Mais soit, ça c'est le pessimiste qui parle. Mais on fera les pronos avant le match. Mais t'as pas l'impression qu'on est toujours dans la même boucle de Ligue des Champions, Europa League, avec des ambitions. En septembre, tu te dis, ah tiens, ça serait bien que le PSG soit éliminé de la Coupe de France pour aller chercher un trophée, et puis ça serait bien qu'on passe un ou deux tours d'une compétition européenne, et puis ça serait bien qu'on s'y requalifie l'année d'après, parce qu'on aura des joueurs un petit peu meilleurs, et puis l'année prochaine, on sera de nouveau en Ligue des Champions, peut-être on fera top 24 un petit peu plus tôt, on aura des joueurs un petit peu meilleurs, et puis on va relouper des opportunités de prendre des titres, que ce soit un titre de champion qui est quand même complexe à avoir, ou une Coupe de France. Mais trop bien, on a fait 3e économiquement. Et je dis ça en sachant pertinemment qu'aujourd'hui le football français et les clubs sont sous perfusion et que chaque année devient plus complexe que l'année précédente. Mais je trouve que l'opportunité d'un titre, alors, elle est pas là à portée de main parce qu'il reste 5 matchs et qu'il reste quand même quelques adversaires. Attends, 8e, quart, je le compte sur mes doigts, 8e, quart, demi, finale. Il en reste que 4. Ouais. Ils sont à 4 matchs là. Ok. Donc voilà, je sais plus compter jusqu'à 5, c'est bien. L'année commence bien. Mais au-delà de ça, t'es à 4 matchs d'un trophée en plus prestigieux pour le coup, avec lequel t'as une histoire. Je te dis pas que là tu me dis 3e à une Coupe de France ou 2e, tu te bats un peu avec le titre, et puis à la 32e journée t'es largué et tu finis le bec dans l'eau. Je prends le trophée quand même. Non mais attends, là t'as dit 3e une Coupe de France. Donne-moi le papier et je signe tout de suite, Max, pour le coup. Ou une Mais le problème, c'est que 4e place. J'ai pas envie d'aller en tour préliminaire parce que je suis vacciné du Panathinaikos.
mais 4e place ou une Coupe de France, mais je signe tout de suite. Je sais pas jusqu'où je Mais, peux descendre. Donc, on va s'arrêter mais à 4e. Mais Mais le peut-être problème, que je c'est peux que encore descendre un peu. je la descends à dernière 12. fois, la dernière On parle fois, même mais pas non, mais qu'il la genre. dernière fois, la dernière fois que t'as fait 2 qualifications de suite en Ligue des Champions, t'as été champion de France l'année d'après. Enfin, en vrai, Mais il y avait je pas comprends Paris, vraiment. Mais frère, arrête. franchement, ça, moi, cette comparaison, elle Il y m'agace. avait pas, il y avait pas le Paris Saint-Germain à l'époque, mon frère. C'est pas, Moi, c'est, exactement. c'est. Exactement, et surtout, moi je trouve que c'est inacceptable de s'en satisfaire. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que faire 2 podiums aujourd'hui, c'est comme si on faisait 2 podiums il y a 15 ans. C'est pas le cas. Regarde aujourd'hui la quantité d'argent que tu injectes par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, tu plus de gros en dehors du PSG. C'est une succession d'équipes moyennes en Ligue 1 qui fait qu'aujourd'hui, avec normalement le niveau de moyens que tu injectes, le podium, c'est le minimum syndical que doit faire l'OM. Toute époque n'égale pas une autre dans le football. Et cette époque, elle n'a jamais été aussi facile pour faire un podium pour l'OM en Ligue 1. Mais Et moi, je c'est suis pour ça désolé, qu'on mais on est d'accord sur le fait que, enfin, ce que je disais tout à l'heure et je l'ai redit en préambule et je vais le redire. Pour moi, la Coupe de France n'a aucune influence sur le fait de faire podium ou pas. Donc, je comprends pas la, la ouais, moi je suis d'accord, il n'y a pas dichotomie de choix à faire non plus. qu'on a Il n'y a pas de choix à faire non entre plus. les deux. Enfin, c'est pas ces pauvres 4 matchs de Coupe de France qui vont affecter en quoi que ce soit ta qualification en Champions League qui est, et comme tu le disais, Marwan, un scandale si tu ne le fais pas. Et là, je me Ah rejoindrai ouais. bien volontiers à vous pour crier contre De Zerbi et l'incendier. Honnêtement, je vois aucun scénario pour moi et c'est que mon Rejoins-nous, avis, ça Younes, engage que rejoins-nous, moi Younes. et ça fera une super capsule en mai si malheur arrive, mais pour moi, il n'y a aucun scénario où on n'est pas top 3 en fin de saison. Et j'ai une question, Younes. Si tu fais demi-finale de Coupe de France, que tu perds en barrage là, de Champions League, et que tu fais 3e en Ligue 1, avec un contenu peu ou prou similaire à ce que tu as connu jusqu'à maintenant, tu fais tout ça. Est-ce que De Zerbi, tu vas accepter de mettre allez, une petite Ah non, baffe sur l'épaule? Mais c'est pour ça que je lui demande le même. Non, mais Qu'est-ce que tu tu en me dis penses de ça sa saison s'il fait ça? tu me dis ça comme si je tarissais pas d'éloges sur des Zerbi constamment et que j'ai amorcé Moi, je te demande, jamais justement, l'ombre qu'est-ce que tu en d'une penses? critique sur des Zerbi. Bah pour moi, il a rempli son contrat, ni plus ni moins. C'est ok, genre c'est un 14 sur 20. Ok, d'accord, Donc, c'est Younes. une mention. Moi 14 sur 20, c'est une maintenant, mention. moi C'est une je mention pense que bien. la comédie a assez duré et je vais demander à Younes d'enlever son masque et à Roberto de se dévoiler dans ce podcast. Les origines italiennes de Younes que Non, commencent là, un peu à... il faut arrêter, monsieur Younes, là. Il faut arrêter, monsieur Younes. Il faut vous Ah, dévoiler, parce là. que là, ton scénario, c'est combien sur 20 du coup? S'il fait 3e, barrage et demi-finale de Coupe de France, Ouais. c'est 7 sur 20. 7 sur 20. C'est 7 sur 20. C'est 7 Ah sur ouais. 20. Avec le J'aurais contenu dit en 10, plus, mais ouais. c'est 7 sur 20. C'est insuffisant parce que je pense vraiment que si tu mets Alexandre Dujeu à l'OM, il fait pareil. Vraiment, hein. Et mes respects à Alexandre Dujeu qui est un bon entraîneur, hein, franchement. Mais je suis désolé, aujourd'hui, Roberto De Zerbi, tu mets Nia à sa place, j'abuse évidemment, hein. Mais je vois pas la diff, je vois pas ce qu'il apporte à l'OM en fait. Je comprends pas, je me régale pas devant les matchs, j'aime pas sa communication. Et pourtant, j'avais de gros espoirs en lui. Moi, j'étais content quand il arrive, hein. Même pire, je me suis dit, ah, on a loupé Fonseca qui était vraiment mon chouchou pour le poste. C'est pas grave, il y a De Zerbi qui arrive. On va voir ce que ça donne. Au final, on retombe encore mieux que ce sur quoi on était parti. Mais là, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'il apporte là depuis 1 an et demi? Au bout d'un moment, tu as un effectif qui est taillé pour aller concurrencer le PSG. C'est pour ça que moi, les débats sur l'effectif que je vois poindre sur les réseaux sociaux depuis un petit moment, ouais, les mercatos de Benassia, mais je suis désolé. Et je vous jure que je suis complètement honnête en disant ça, mais ils sont ridicules ces effectifs parce qu'on part du principe que quand tu recrutes un joueur et que tu le mets sur le terrain, ben, la valeur d'un joueur, elle va se retranscrire mathématiquement sur le terrain. Mais c'est pas le cas. Tu regardes le contexte, et je parle pas du contexte marseillais autour, etc., qui est indulgent, hein. Mais le contexte interne au club, il fait que, à mon avis, il y a des gros soucis dans la reconduction de la performance. Et c'est ça le problème. Il est là le souci. C'est qu'au final, moi je trouve que c'est une explication téléologique. On juge le mercato par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Ben, ça marche dans certains contextes, ça marche pas dans d'autres. Et là, en l'occurrence, tu as un effectif où tu as des équipes encore plus nulles que toi qui ont tenu la dragée encore plus haute que toi au PSG. Et ça, c'est scandaleux d'avoir ces explications-là. Et je trouve pour le coup qu'il y a une pression qui est mise autour du mercato qui n'a aucun sens. Et que pour moi, le premier levier de performance aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, c'est pas le mercato, c'est que Roberto De Zerbi fasse mieux.
fasse mieux. Et peut-être d'autres gens au club, et moi je sais pas ce qui se passe en interne, qui met la pression à qui, etc., etc. Aujourd'hui, Roberto De Zerbi, dans ses choix, dans sa gestion des joueurs, Angel Gomez qui était en tribune pendant je sais pas combien de temps, il finit titulaire, Bacola il fait 30 minutes contre Bayeux. On te dit que Vermeeren, il s'entraîne mal avant Nantes, mais il joue. Bacola et Vaz, ils devaient avoir faim pour jouer. Je regarde pas les contrats, Bacola il joue pas. Il y a des choses qui sont incompréhensibles. Et ça pour moi, c'est le premier levier de perf à l'OM. Mais pardon, je suis désolé. Est-ce que tu penses que De Zerbi... Non, pardon, juste sur ça, mais les choses incompréhensibles. En vrai, t'en parles souvent et beaucoup de supporters en parlent souvent aussi. Il y en a deux qui s'entraînent mal et il y en a un qui joue et l'autre qui joue pas. Mal s'entraîner, ça veut dire beaucoup de choses. Mal s'entraîner, ça veut dire rater tout ce que tu entreprends et ne pas être dans le rythme ou ne pas être bon. Il y a mal s'entraîner, c'est-à-dire que le jeune peut ne pas être concerné, se prendre pour quelqu'un qui arrive, etc. Enfin, je veux dire, mal s'entraîner ne signifie pas les mêmes sanctions pour autant. Il y a des entraînements mauvais qui peuvent être sanctionnés d'une mise sur le banc. Et encore une fois, on parle pas de joueurs qui ont montré la même chose. Vermeeren, il s'entraîne mal, je veux bien. Il y a quand même des matchs où il t'a apporté satisfaction. Bacola, il y a pas 7 matchs où il t'a apporté satisfaction. Donc, enfin, pourtant, il fait titulaire. Il fait. Mais attends, il fait titulaire en Championship contre Newcastle. Derrière, il disparaît. Il fait un bon match à Newcastle. De l'aveu de tout le monde. Je suis désolé. Au bout d'un moment. On nous explique qu'il a été blessé juste après. Pour le coup, il y a une raison à ça. Mais il a pas joué. Mais ouais, il y a des matchs où il était dispo. Il crève pas l'écran non plus. Il appelle pas à le voir titulaire indiscutable de l'OM jusqu'à la fin de saison. On est bien d'accord sur ça. Mais bien sûr. Mais il y a une différence entre être titulaire indiscutable et avoir 10 fois moins de temps de jeu que le dénommé Matt O'Reilly quand même. Il y a une différence. On peut quand même admettre que dans des moments de pénurie, où tu joues sans numéro 10 ou milieu offensif, ou que tu es obligé de mettre Matt O'Reilly, Angel Gomez, etc., on puisse se dire, Bacola, c'est pas déconnant de voir 45 minutes, ou de le voir titulaire contre Bayeux. Ben, on pourrait se dire ça quand même, parce qu'aujourd'hui, Robinho Vaz, il avait moins de 500 minutes, et Bacola, je crois qu'il en a encore moitié moins. Mais je suis désolé, c'est pas cohérent au bout d'un moment. Et De Zerbi, sur plein de choses, il y a des moments où il va monter des joueurs très hauts, après tu les vois plus, et ils partent au mercato, ensuite. Moi, je veux bien. Et on peut toujours trouver, par exemple, pour Angel Gomez en tribune, titulaire contre Bayeux. Qu'est-ce qu'on va me dire? Si on veut l'interpréter de façon sympa pour De Zerbi, on va dire, mais c'est pas De Zerbi là, il faut bien le montrer pour le mercato Angel Gomez, montrer qu'il a envie. Ben oui, on va la trouver la raison qui va arranger tout le monde. Mais à la fin, si à chaque fois ça se répète, pour vous trois. Il y a un souci. De la même manière qu'on peut trouver la raison. On peut trouver la raison pour incriminer De Zerbi là-dessus, pour le coup. Enfin, quand tu dis, par exemple, O'Reilly, il joue pas pendant longtemps et il revient, ou CJ, il joue pas pendant longtemps et il revient. Je veux dire, quand certains joueurs jouent, tu te demandes pourquoi ils jouent alors qu'on l'a pas vu avant, et s'il joue pas, ça renforce le fait qu'il a joué avant et ça marche dans les deux sens. Tous les gens ne sont pas égaux face à non, tous les gens ne sont pas égaux face à ce raisonnement. Mais du coup, j'en reviens à ma question. Et sans faire de procès d'intention à personne au club, mais d'un autre côté, sans être non plus dupe de comment ça se passe au sein d'un club, même si les problématiques de l'OM sont pas les problématiques d'un petit club qui doit payer des primes de match ou qui a des options à lever après 10 ou 15 matchs, etc. Est-ce que vous pensez sincèrement que Roberto De Zerbi a 100% la main sur les compos durant toute une saison? Ou à minima, là sur ces 6 premiers mois, parce qu'il y a eu des cas où on s'est posé la question, et même dans cette émission, je me souviens que au-delà même des cas Bacola, Vaz, des jeunes, etc., on s'est fait la réflexion pour Vermeeren. On s'est dit, mais ce mec-là a bien joué un match, et derrière il disparaît sur 3 matchs. Pourquoi? Donc vraiment ma question, mais comme on pourrait parler du cas d'Edic l'an dernier qui n'a plus une minute après je sais plus combien de matchs, mais parce que bon, voilà. Est-ce que vous pensez que Roberto De Zerbi, consciemment ou inconsciemment, ou avec son accord ou sans son accord, mais a 100% la main sur ses compos? Moi, j'ai aucun doute qu'il a la main sur les compos. Ça serait, si c'est pas le cas, on est revenu à une autre époque, quoi. Ça existe. Je pense que honnêtement que ça existe quasiment plus, les clubs où l'entraîneur subit des pressions au point d'avoir des noms cochés sur les feuilles de match. Par contre, moi, la titularisation de Bacola contre Newcastle, le même mois où il envoie la proposition de prolongation,
Enfin, c'est pas un hasard. Enfin, me prenez pas pour un, je suis pas un lapin. Comment, c'est quoi l'expression déjà? Je suis pas un De lapin. 6 La semaines. fin de Je 6 suis pas un semaines. lapin de 6 semaines. Le mec, tu l'as jamais titularisé. La première titularisation, elle tombe le mois où tu lui as envoyé une proposition. Je sais pas. Et après, il joue plus. Alors Tu que joues, après en le gros, match, après, pour aller au bout du attends. propos, au petit, en gros, tu joues un match important, pas crucial de ta Ligue des Champions. T'es prêt à le mettre t'es prêt à le mettre dans la balance pour une prolongation d'un gamin de 18 ans qui t'a encore rien montré à Hmm. l'échelle du championnat national ou. Non. Je t'ai pas Ah dit que ça bah, jouait qu'à ça. Il a pas, il a pas fait ça avec, je sais pas moi, avec Anis Doubal ou avec un joueur de la Pro 2, tu vois, qui a pas le niveau. Mais je suis persuadé que ça fait partie des éléments qui justifient, qui amènent à faire ça. Et puis après, ou alors explique-moi. Enfin, c'est sa première titularisation, c'est contre Newcastle en Ligue des Champions. Je pense qu'on avait d'autres adversaires plus faibles que ça. En post-match, il vient t'expliquer que ça fait 2 mois qu'il dit à Mehdi qu'il était prêt. Donc ça fait 2 mois qu'il est prêt. Du coup, ok, il démarre contre Newcastle. Mais après Newcastle, il est plus prêt. Tout d'un coup, à l'entraînement, enfin, il a goûté au terrain des pros. Et avoir goûté au terrain des pros, d'un coup, ça lui a, je sais, ça c'est jamais arrivé. On n'a jamais vu de jeunes qui, une fois qu'ils ont fait leur première titularisation, prennent un peu le melon, travaillent plus bien à l'entraînement et disparaissent un peu de C'est la pas circulation l'explication la parce plus que. simple. C'est pas Non, l'explication la mais plus non, simple. je vous pose la question. Est-ce que c'est quelque chose que vous. Enfin, moi, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais peut-être que j'ai eu des Ouais, hallucinations, mais mais à ce pour moi, moment-là, on peut c'est un tout phénomène. dédouaner. C'est un phénomène En fait, assez courant, et dans ce cas-là, on peut soulever un autre problème qui est le fait que le club, si cette situation est réelle et ce que j'avance du coup c'est passé, on peut pointer du doigt le fait que le club ne soit pas capable de tempérer un petit peu les ambitions d'un jeune et d'accompagner son arrivée dans le monde pro et justement qu'il ne soit pas pris par l'écueil de prendre le melon et de se croire arrivé. ça peut arriver, mais c'est pas l'explication la plus simple. Il y a le rasoir Moi, ce qui me d'Occam, dérange un on peu, privilégie l'explication la plus simple. ouais, excuse-moi, j'étais à moitié coupé. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est qu'on va prendre des exemples. Et je sais que c'est pas ton cas, hein, mais c'est des choses que j'ai déjà vues beaucoup. Et on en avait parlé aussi dans la dernière émission. Mais il y a des exemples de jeunes qui ont voulu aller trop vite ces dernières années et dont les entourages ou dont les agents ont mis des pressions et ont derrière fait n'importe quoi. Ou plus ou moins n'ont pas eu la carrière ou n'ont pas eu la trajectoire qu'on imaginait ou que c'est les entourages, que l'agent imaginait, etc. Et tu vas toujours te référer à ça. C'est devenu un référentiel. Et aujourd'hui, aucun jeune à l'OM, j'ai l'impression, n'a le droit d'avoir envie de jouer parce que, à un moment donné, si tu as envie de jouer, bah, il faut bien qu'il y en ait un qui sorte. Il y a des statuts, il y a des joueurs qui sont plus complexes à mettre sur le banc que d'autres, qu'on le veuille ou non. Et malheureusement, c'est un peu pile le jeune père face il gagne pas. Parce que il y a Oui. 2-3 joueurs et 2-3 entourages qui ont déconné ces dernières années et aujourd'hui c'est trop facile de dire ouais mais regarde l'entourage, mais regarde ceci, mais regarde cela, pour Je vais justifier des poser choix qui sont moyennement compréhensibles. une question très simple, parce que du coup, on va dire les choses clairement. Est-ce que pour vous, le match que vous avez vu de Bakola contre Newcastle appelle au fait qu'il soit titulaire sur les matchs prochains? Est-ce que ce qu'il vous a montré sur ce qu'on le match-là. revoit. Non mais, dis-moi, Bah, en fait, Bah, on va le est-ce que- revoir, on est-ce veut juste que- le revoir en fait, c'est tout. le revoir un peu déjà, et puis je vais aller plus loin. Est-ce que les matchs d'O'Reilly, est-ce que les matchs d'Angel Gomez, est-ce que les matchs des autres méritent qu'on s'attarde sur eux parce que ils prennent 300K, parce que ils ont 3 caps au Danemark ou en équipe d'Angleterre, ou parce pour, que pour moi, c'est pas, pour pour moi, moi il y c'est a pas ça trop l'explication. de Pour moi, si tu prends l'exemple d'Angel Gomez ou O'Reilly, les deux t'ont déjà montré dans leur carrière qu'ils étaient capables à haut niveau d'exister et d'avoir un rendement qui soit satisfaisant. Donc même quand le rendement est dégueulasse pour certains, notamment O'Reilly, et qu'il n'est pas bon du tout sur Gomez sur certains matchs, t'as envie de te dire que dans un contexte différent, avec des consignes différentes, en élaborant quelque chose d'autre, t'as envie de retrouver ce qu'ils ont déjà montré. Là, en l'occurrence, sur Bakola, je suis désolé, mais et j'en réfère à Opti qui connaît très très bien le sujet, mais il me semble que Bakola, pour le coup, c'est un peu un écorché vif de la formation. C'est pas pour dénigrer son talent ni quoi que ce soit. C'est un excellent joueur et moi aussi, j'aurais aimé le revoir comme vous.
mais c'est pas un joueur qui a fait un seul centre de formation. Il me semble qu'il a eu un parcours compliqué. Il a fait des essais dans plusieurs clubs. Tous ne l'ont pas retenu. Non, lui, c'est limpide. Hein. Enfin, lui, moi, je connais pas que ça soit. Tu confonds pas avec Dosso? Ouais, c'est. Non. Dosso, non. Ah oui, de plus Dosso, avec un Dosso, parcours. je comprends pas. C'est le chouchou de Psy. Ouais, pour le coup, Bakola, tu le récupères comment? En région parisienne, hein, tu lui fais signer Red une Star. ALS quand il est à. De Red Star, ouais. Il est au Red Star. Et il Non, il arrive a rien directement à Marseille. de. Lui, il a rien. Oh ouais, il arrive directement à Marseille. Mais Après, moi, je suis d'accord avec toi. Mais alors, ça ouvre un débat plus large, c'est-à-dire, vu que Benjamin Pavard a fait une excellente Coupe du Monde 2018, est-ce que à combien de temps un joueur garde du crédit parce que à un moment donné, il a performé dans un contexte de très haut niveau? Et en fait, ça c'est pernicieux parce que du coup, ça veut dire que tu vas toujours taper sur les mêmes et qu'il y aura toujours des passes droits pour certains. Et que quelques bonnes performances à un moment donné ou dans un contexte donné te donneront toujours plus de crédit que quelqu'un qui doit tout prouver. Mais c'est un peu le monde du travail. Je vais te prendre un exemple à la con, mais un jeune diplômé, si tu lui donnes pas sa chance parce que à côté de lui, t'as un mec de 40 ans qui était très bon quand il avait 30 ans, mais qu'on n'a plus grand chose à faire de son taf 10 ans plus tard. Tu lui donnes pas sa chance et tu laisses le mec qui glande un peu dans ton entreprise. Ah mais bon, tu comprends, l'autre il est jeune, il a jamais prouvé. Alors que Philippe, il y a 10 ans, c'était quand même le roi de la compta. Bah ouais, mais non, tu peux pas. Non, mais je suis à un d'accord, moment donné, Max, il faut, en fait, il faut des je suis choses entièrement objectives. d'accord avec toi. C'est juste que Il faut un quand on autre parle de tout ça, référentiel pour jauger. quand on parle de tout ça, en fait, j'ai l'impression qu'on a laissé le crack du football français sur le banc de touche. Alors que je suis désolé, pour l'instant, de ce que j'ai vu de Bakola, il y a rien qui me révolte dans sa gestion. Je peux entendre vos désaccords, je peux entendre que vous ne compreniez pas certaines choses et je les comprends pas beaucoup plus que vous. Mais honnêtement, pour moi, c'est pas le scandale du siècle. C'est comme le départ de Robinho Vaz et c'était quelque chose qu'on avait prévu d'évoquer également. Bon, on peut switcher là-dessus aussi. Hein. Autant que j'avais hâte de voir ce que Robinho Vaz allait donner à l'Olympique de Marseille parce que il y a beaucoup de choses que j'appréciais chez lui, etc. Honnêtement, je suis pas révolté par son départ. Enfin, je suis désolé, c'est pas pour aller dans le sens du club et je dis pas que le club a raison ou autre, mais je trouve qu'on donne des proportions à ces sujets-là pour le coup qui Mais vont personne bien. n'a donné de proportion, Younes. Personne n'a donné de proportion. Au final, il y a une réalité. C'est que Bakola fait titulaire en Ligue des Champions. Derrière, je crois, il fait 28 minutes depuis et une demi-heure contre Bayeux. Bah, il y a quand même un juste milieu entre être titulaire en Ligue des Champions et commencer à pointer. Parce que normalement, quand un jeune il est titulaire en Ligue des Champions, on va dire, allez, il va commencer à avoir une augmentation progressive de son temps de jeu jusqu'à voir si jamais il peut faire le cut ou pas en étant un élément durable du 11. Tu vois, personne n'a réclamé titulaire Bakola. Le truc, c'est qu'on est à 2 joueurs quand tu additionnes le temps de jeu de Bakola et Vaz, je crois que c'est même pas 8 matchs complets sur la saison. Quand tu additionnes les deux. Moi, Vaz, je suis d'accord, il y a une offre, il y a des impératifs financiers, etc., etc. Mais le souci, c'est que quand tu dis, bah voilà, l'objectif à l'OM, c'est d'avoir 5 jeunes dans le groupe pro qui arrivent et bousculent un peu la hiérarchie, etc., chaque saison, et que tu vois ça, bah moi, je me demande si derrière, il n'y a pas un souci. D'autant plus que Roberto De Zerbi, lui, en conférence de presse, il dit quoi? Il dit, ouais, non, mais c'est le patrimoine du club, on réfléchit pas à un transfert en première ligue pour Robinho Vaz, etc. Moi, en fait, la logique de vendre Robinho Vaz aujourd'hui, je la comprends complètement. Et Walid, il a dit quelque chose de très important dans une radio. Il dit quoi? Il dit, on ne sait pas si ça va devenir. Il avait dit que Osimhen ou qui? Je sais plus, quelqu'un d'autre. Ou Bamba Dieng. Il avait dit ça. Ben c'est vrai. Et 25 millions d'euros, tu dois vendre. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que tu peux pas à la fois vendre tes jeunes et dire qu'ils sont trop chauds, et etc. Puis après, ne plus les faire jouer, et après les vendre. Et en fait, le truc, c'est que ça crée trop de dissonance, de parasites. Et derrière, en fait, l'explication la plus simple, c'est de dire que y a un souci de gestion. Ouais, après sur le je veux cas. bien, mais pardon, juste juste pour répondre 2 secondes à Marwan. Déjà, l'addition des minutes de Bakola et Vaz, je la comprends pas. Pour moi, c'est 2 cas complètement différents et souvent on a mis les Mais deux même, tu prends Bakola. Moi, je prends Bakola. Moi, je te prends que Vaz. Moi, je vais prendre que Vaz pour le coup. Est-ce que les dernières entrées que tu as vues de Vaz, enfin moi le déclin de Vaz entre guillemets, je l'ai vu de mes propres yeux et je suis pas à l'entraînement, juste de ce que j'ai vu en match. Je vois bien que Robinho Vaz, depuis sa titularisation contre Lens, qui a été un match très difficile pour lui, et c'est tout à fait normal, et c'est pas du tout une critique envers lui, et on doit rien tirer de péremptoire sur ce match-là, c'est ça, c'est une phase d'apprentissage normale, sur ses entrées en jeu après ça,
il a pas démontré ce qu'il t'a montré sur le début de saison, par exemple. Et pour moi, Je suis là complètement où je peux d'accord. vous rejoindre, Le c'est que doublé en contre tant Angers, c'est que après, club, frérot. pardon? Le doublé contre Angers, c'est après. Mais je suis d'accord avec toi que tu l'as vu moins bon après. Mais le doublé contre Angers, c'est après Lens pour le coup. C'est après Lens, mais c'est un coup d'éclat alors qu'on était sur une série où Robinho Vaz, je me rappelle très bien de mes propos sur lui dans les débriefs que je faisais après les matchs, etc. Où avant le match contre Lens, je disais c'est un joueur qui t'a jamais déçu. On était tous d'accord pour dire Ouais, ça. ouais, On disait que chaque carrément. minute il la rentabilise, etc. Ok, il y a le coup d'éclat contre Angers. Il n'est pas devenu nul du jour au lendemain, c'est pas ce que je dis. Mais c'est qu'il avait un peu moins de fraîcheur. Il apportait un peu moins de satisfaction quand il est rentré en jeu. Et encore une fois, ce que je dis, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une critique envers le joueur parce que je l'expliquais déjà dans le podcast à Noël. Pour moi, ça fait partie d'une phase d'apprentissage d'un jeune joueur. Il doit avoir un petit peu ces montagnes russes au début et cette stabilité, cette consistance, tu l'acquiers à travers le temps et tu dois être en tant que club capable d'accompagner un joueur dans ce schéma-là. Sauf qu'à Marseille, c'est pas possible, j'ai l'impression, et c'est ce que je disais déjà à Noël. Je vois pas comment ça, je suis pas. Vas-y, je te laisse terminer. Vas-y, pardon. non, j'allais juste dire, je vois pas comment un jeune, à moins que ça soit un crack qui éclate tout et qui soit bon tout de suite et constant tout de suite, je vois pas comment un jeune peut s'imposer à l'OM. Tout est remis en cause chaque semaine. On revient sur ce que je disais tout à l'heure, sur les justifications permanentes, etc. À chaque fin de semaine, on fait les bilans et toi t'es nul, toi t'es bon et chaque semaine ça rechange et c'est des constats définitifs à chaque fois quasiment. Après, Dé- là, Vas-y. on a basculé de Bacola à Vaz. Vaz, c'est plus le même sujet que Ah, Bacola. mais même au petit, Vaz, il pouvait démarrer contre Bourg-en-Bresse. Non, mais je pense qu'à ce Plutôt que moment-là, d'aller chercher Mopé, par exemple. Tu vas chercher Mopé plutôt que Vaz. Mopé qui était hors projet quand même. ouais, non, mais je pense qu'à ce moment-là, le départ, il est déjà. Enfin, je pense qu'ils sont l'entourage et le club sont déjà mis d'accord sur le fait qu'il va sortir au mercato, tu vois. Mais la différence entre la discussion qu'on avait sur Bacola, c'est que Bacola, le seul truc qu'on évoquait, c'est joueur à disposition d'un coach. Quelle utilisation en effet. Là, il y a un troisième, c'est un autre sujet. C'est qu'est-ce que le club doit faire on n'est plus que l'entraîneur et son joueur vis-à-vis d'une saison et de son utilisation. Là, c'est qu'est-ce que l'OM doit faire de son joueur Robinho Vaz. Dans un monde idéal, euh, l'OM ne se comporte pas avec Robinho Vaz comme Angers va se comporter avec Sidiki Cherif. C'est-à-dire que l'OM n'est pas obligé de vendre au bout de 10 matchs en pro un joueur qui vient d'éclore. Il peut, quitte à prendre le risque que le joueur baisse en valeur et que n'ait plus la même hype, il doit prendre le risque qu'il ait une hype plus grosse, qu'il augmente en valeur, qu'il consolide ses acquis et tout. Malheureusement, l'OM a 3 numéros 9. Lui, c'est le troisième. L'OM a des manques dans d'autres secteurs de jeu. L'OM a des problèmes économiques. L'OM traîne des déficits structurels depuis 5 à 6 ans. Donc, face au fait que Robinho Vaz ne peut pas prolonger, une offre de 25 millions d'euros, tu l'acceptes. C'est pas le même sujet que Bacola. Après, tu peux critiquer le joueur qui refuse, tu peux critiquer ci, tu peux critiquer ça. Ouais, après, il y a quand même, je sais pas si l'OM a intérêt à le vendre. Ce qui est certain, il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'il y ait des transferts dans le monde du foot, c'est des agents. Parce qu'eux, ils gagnent leur vie des transferts. Parce que quand il y a un transfert, il y a une commission. Donc, s'il y a bien une partie de l'équation sur le cas Vaz qui avait intérêt à ce que ça marche pas, c'est les gens qui ont dit que 100 000 euros ou 80 000 euros pour notre poulain à 18 ans, c'est pas assez. Et la réalité, c'est que ces gens-là, ils ont réussi à le caser à la Roma et que ces gens-là, ils vont prendre. Donc il va gagner plus que ça en plus. Il va gagner plus que ça. Et ces gens-là, sur les 25 millions que la Roma va claquer, je sais pas combien ils vont prendre, mais ils sont pas à plaindre. Donc c'est quand on rentre dans le truc des transferts, là, on dépasse le cadre de Deserbi, de ci, de ça, de l'utilisation du joueur. Là, c'est un autre sujet, Vaz. Et pour l'OM, c'est dommage que pour moi, l'OM, enfin, comme je vous le dis, l'OM va se comporter avec Vaz comme Angers avec Sheriff. Moi, je trouve ça choquant. Après, s'il y a des gens qui s'en accommodent, ok, pour moi, l'OM ne C'est peut pas pas. pareil. C'est pas pareil. Angers, ils vendent leurs meilleurs actifs pour le coup au risque d'amputer leur performance sportive parce qu'ils ont besoin d'argent et récupérer de l'argent. Là, l'OM vend, comme tu le disais, son troisième attaquant et on a aussi besoin d'argent. Longoria l'a rappelé dans la conférence de presse en décembre. Ouais, sur ça, je suis On a, d'accord. on Oui, a, oui. on a besoin de vendre. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas, mais enfin, pour moi, je comprends pas la Non, non, comparaison avec Angers qui sacrifie ses performances sportives parce qu'ils ont besoin d'argent et l'OM qui gâche une promesse entre guillemets.
Non, ce que je veux te dire, c'est quand je te dis comme Angers, c'est que tu vas vendre sur son premier contrat pro. Genre, tu vas pas faire signer à Vaz plus d'un contrat. Il y a son contrat Ouais. d'arrivée de Sochaux et il y aura rien de plus. Genre, il va pas prolonger une fois. Je trouve ça, enfin, Moi, je m'en fous, perso. Moi, je m'en fous. Très sincèrement, j'en ai rien à faire. La vente de Vaz, elle me paraît plutôt logique. Vas-y, Max. Mais j'allais vous poser la question et bon, vous allez avoir mon avis dans la question, je pense. Mais est-ce que la vraie problématique, c'est pas tant un sacrifice d'une pépite ou d'une possible pépite parce que besoin d'argent, parce que gestion d'effectifs, etc. Mais plutôt de l'utilisation de l'argent de tout ou partie de ce que va te rapporter Robinho Vaz. Ou alors, si on veut ne pas être dans le futur, mais plutôt dans le côté très présent, voire légèrement passé, est-ce que c'est pas dommage de devoir sacrifier entre guillemets une possible belle histoire d'un jeune chez toi, etc. T'en as pas beaucoup, ou d'un actif qui vaudra peut-être plus que 25 dans 6 mois ou dans 12 mois ou dans 18 mois, parce que tu dois compenser des erreurs ou des joueurs à qui tu as donné ce que tu ne devrais peut-être pas donner. Et ça, pour le coup, je pense que, et peut-être que ça sera intéressant dans une prochaine émission quand il y aura une trêve, mais si tu fais la liste de tous les joueurs à qui tu as donné des émoluments démentiels par rapport soit à leur statut, soit à leur, je dirais, à leur forme au moment où tu les prends. Bah, tu te rends compte qu'il y a quand même une liste, et ça c'est même avant Longoria, hein, on peut remonter, hein, mais la liste, elle est immense, de joueurs sur lesquels, en termes de valorisation, de montant de transfert, et cetera, tu peux toujours te dire: «Oui, on n'a pas trop perdu», et cetera. Mais la grille des salaires, c'est un problème depuis 15 ans. Et qu'on vienne me prouver le contraire, elle t'a amené à faire des choix, à certains moments, qui sont déconnectés du bon sens, ou en tout cas d'une partie de la vie publique. Et parfois on s'en fout, parfois on trouve ça dommage. Moi, je vais pas regretter Robinho Vaz à 25 millions sur 10 entrées, effectivement. J'aurais voulu le voir plus en première partie de saison. Je pense aussi, Younes, qu'il y a un monde où, si Robinho Vaz n'existe pas, ton entraîneur préféré est peut-être en Serie A là actuellement, tu vois, je veux dire, à un moment donné, il lui a sauvé les fesses quand même, à une ou deux reprises. Et on connaît le monde du foot, etc., les belles histoires, on va pas se raconter justement d'histoires. Ça n'existe pas toujours, et Opti l'a bien rappelé, il y a d'autres raisons que le sportif quand on arrive dans des périodes de mercato. Mais si on prend la grille des salaires à l'OM, qu'on la met en corrélation avec les attentes qu'on a des uns et des autres, et qu'on regarde un peu les matchs, il y a d'autres questions à se poser que Robinho Vaz, je pense. En fait, c'est simple. Juste une simple question, après je laisse la parole à quelqu'un. Si l'OM devait, là on n'a pas besoin de numéro 9, mais si l'OM devait s'acheter un numéro 9 et qu'on se portait sur un jeune prometteur, enfin si Robinho Vaz joue à Metz, que nous on a besoin de numéro 9 et qu'on va pour l'acheter, on va lui proposer moins que ce que la Roma lui a proposé? Je crois pas, enfin, je crois pas que ce qu'on a entendu comme demande, c'est soit à l'échelle de la grille salariale de l'OM. Je crois pas que c'était délirant, quoi. L'OM le fait jamais, mais je pense que si l'OM avait dû faire Sidiki Cherif ou Robinho Vaz en l'état, etc., ou devait aller récupérer une petite pépite à Metz ou dans des clubs comme ça, je pense que tu mets en transfert et en salaire ce que ces mecs-là vont récupérer plus ou moins ailleurs. Ouais, Peut-être bah, un peu moins que s'ils partent en PL, mais il doit pas y avoir une immense marge. Mais ça, l'OM ne le fait jamais. Ces dernières Après, années, c'est vrai que Je suis c'est d'accord pas avec les toi, pardon Max, prospects. mais tu parlais du monde du travail tout à l'heure, c'est exactement la même chose, hein. Généralement, les augmentations dans une entreprise, si tu veux faire un gap salarial, il faut changer d'entreprise. C'est assez bête. après Je le déplore comme vous, mais l'OM ne serait pas allé c'est sur une Vaz. réalité du monde du travail plus large que l'OM. L'OM ne serait pas allé sur Alors, Vaz s'il était là, dans je un suis autre d'accord club, avec Marwan. tu vois. C'est que l'OM va pas sur ce genre de profil-là. Et après, on peut le regretter. J'ai eu
Bah, d'ailleurs, je peux peut-être la sortir, je sais pas trop si j'ai le droit, peut-être que, ça fait 1h34 d'émission, peut-être que ceux qui m'en voudraient n'écouteront plus 1h34 d'émission. L'OM s'est renseigné sur un joueur du Stade de Reims, qui n'est pas Patrick Zabi, mais quand il y a eu l'info Patrick Zabi, qui est demandé par toute l'Europe, on m'a dit oui, mais pourquoi pas l'OM? Parce que l'OM ne va pas sur ce type de joueur-là. Donc, et l'OM s'est positionné sur un milieu offensif du Stade de Reims. Bon, il n'y en a pas 50, je pense que. Monsieur Keto Nakamura? Bah, on a pris des nouvelles. Je pense qu'on a pris des nouvelles, tu vois. Tu Alors, sais que je sais pas, je sais pas qui parle japonais au club, mais une conversation Mais pour, écoute, pour prendre la température. c'est pas le seul joueur enfin c'est pas le seul joueur de Ligue 2 sur lequel l'OM s'est renseigné en tout cas, ça je peux te le dire. Et effectivement, et plutôt nord de la France en plus a priori. Pas que. Ah, eh ben, il y en a trop alors. mais en tout cas, bah d'ailleurs c'est drôle parce que j'allais le proposer ces derniers jours. Je me suis dit tiens offensif, voilà machin et tout. Sur qu'est-ce qu'on pourrait aller, mais je me suis dit, ah, tiens, il joue plutôt à gauche plutôt qu'à droite, et dans cette carrière, il a jamais joué à droite sur la durée, donc à voir. Mais je me suis dit, bon, peut-être qu'ils n'auront pas dessus, mais manifestement, ils ont eu l'idée. Mais pour le coup. De Nakamura? Ouais, Nakamura, ouais. Bah, il joue à gauche. Ça me paraît compliqué de le sortir cet hiver. Alors, attention, on n'est pas à l'abri que je me trompe dans les 15 prochains jours parce que. Mais il le prendrait pourquoi parce que... l'OM il joue qu'à gauche, Nakamura. Alors oui, en plus. Alors il jouerait effectivement, je suis en train de réfléchir, je l'ai rarement vu à droite. J'ai regardé, je crois, il a joué à 7 fois dans toute sa Reims. carrière. À droite, 7 fois, je crois. Et quand bien même des fois il switch avec un autre, c'est quand même plus percutant à gauche en rentrant. Ouais, j'aurais pas compris perso. En ailier intérieur entre guillemets si on parle en langage Football Manager. Après, peut-être qu'ils écoutent Donc, Opti et qu'ils veulent sortir Pachao à Leeds dès cet hiver, hein, on sait pas, mais. Quel malheur nous toucherait si demain, si jamais on devait se séparer de Igor Pachao, les performances de l'Olympique de Marseille en prendraient. Arrête, Opti, arrête, Opti. Il fallait pas le lancer sur Pachao, Opti. Si Ahmed Traoré est en forme, par contre, il y a un vrai débat sur si Ahmed Traoré est en forme, quel va être le temps de jeu de la recrue la plus chère de On va bien l'histoire de rigoler. l'OM. On va beaucoup rigoler. Ouais, je sais pas, à voir, c'est une bonne question en vrai. C'est une très bonne question. Ah, c'est une très très bonne question. On va beaucoup rigoler. Mais d'ailleurs, si on parle un peu sur le mercato, tu veux qu'on vienne un peu sur le mercato, Max, c'est ça? Ouais, c'est ce que je vais vous demander. Mais vas-y, je t'en prie. Ouais, bah écoute, si on peut conclure cette émission en parlant un petit peu de mercato, un ton un peu plus léger. Je pense, je sais pas vous, moi j'ai l'impression que l'homme va aller sur un milieu offensif. Et j'ai l'impression que l'argent de Vaz va. Enfin, on nous parle d'Abdelli, je pense que l'homme n'ira pas sur Abdelli pour 5 millions d'euros. Je pense qu'on cherche aussi un milieu de terrain polyvalent. En plus d'un offensif. L'offensif gaucher, moi j'ai l'impression que c'est vraiment le profil qui a été identifié. Je pense que l'OM veut replacer Greenwood dans l'axe de façon un peu plus pérenne avec un ailier droit qui arrive pour fixer et libérer un peu de l'espace comme on avait vu face à Lens où Greenwood marque le premier but, où c'est finalement Weah qui est certes piston mais qui joue ce rôle-là. Et je vois ces 3 recrues-là, avec l'argent de Vaz, j'ai du mal en fait à estimer la profondeur des poches de l'OM. Mon rêve, c'est Arthur Atta au milieu de terrain, pas en offensif, mais en milieu un peu polyvalent. Titraoui aussi de Charleroi. En offensif, à droite, il n'y en a pas des masses, sincèrement. J'ai regardé, c'est très très dur d'aller sur des joueurs. C'est vraiment très très dur. Tu prends. T'as vraiment quasiment aucune certitude quand tu regardes les profils à droite. On parle d'André Luiz au Portugal. Tu as des Jorge Carrascal qui joue je sais pas où. Flamengo. Ouais, Flamengo. J'ai vu la carrière du mec, sincèrement, elle m'a pas ému. J'ai vu quelques highlights, joueurs soyeux, etc. Il n'y a pas de souci, mais ça m'a pas ému non plus. Ah, t'as l'impression que c'est une demande de Sampaoli. Ouais, exactement. C'est exactement ce que je me suis dit. C'est vrai. exactement ce que je me suis dit. Et j'ai vraiment du mal à voir. Et pour le coup, d'habitude, sur les mercatos, on est quand même le 15 janvier, les gars. On est quand même le 15 janvier. C'est-à-dire que dans Il n'y a 15 pas eu grand-chose. Hein. Ouais. Ben, honnêtement, moi, si on fait des gains, ça me choque pas. Et j'ai même envie de te dire, tu sors encore un joueur. Mais quand je dis sortir un joueur, je parle pas des indésirables, genre Mopé, Garcia, ou les mecs qui comptent pas. Je te parle de sortir un mec parmi ceux qui ont eu du temps de jeu sur la phase allée et rien recruter quand même. Je crois pas que ça soit néfaste à l'OM. Il y avait, avec les blessures, on l'a pas ressenti, mais il y avait beaucoup de joueurs dans l'effectif. Et tu vois, par exemple, parler du Cabacola. Enfin, si tu construis l'effectif avec moins de 20, enfin, on va dire que Daryl, il peut jouer au poste de 10, il peut jouer devant la défense dans le double pivot. Au poste devant la défense, il y a 6 joueurs devant lui. S'il reste, Daryl.
S'il Oui, oui, reste. s'il reste. Non, non, mais je te parle au commencement de la saison. Ouais. Dans le double pivot, il y a 6 joueurs devant lui dans la hiérarchie, ou qui ont un plus gros statut. Au poste de 10, c'est à peu près de la même limonade. Après, tu comprends pourquoi De Zerbi, tu peux comprendre le peu de temps de jeu qu'il a, tu vois. Au-delà de, tu vois, on n'est pas à comme elle dit, pour reprendre le propos de Younes et aller dans son sens, on n'est pas à l'entraînement, on sait pas s'il le mérite, c'est pas non plus, tu vois, on s'est pas privé je sais pas moi, de l'éclosion de Samir Nasri en 2005-2006. Euh, Tu vois, s'il y avait moins de monde devant lui, peut-être que tu l'aurais plus vu par la force des choses aussi. Ouais. Ouais, moi, je suis pas. Donc là, est-ce que dégraisser, ça suffirait pas Moi, Ça suffirait pas, tu vois. je suis persuadé qu'ils cherchent des mecs et De Zerbi l'a dit en plus. Je pense que Ouais, mais la après, vente de Vase, elle n'était bon, pas forcément prévue, qu'elle fait du bien, que tu as besoin quand même d'un offensif, hein, parce que c'est vraiment léger. Ahmed Traoré, on ne sait pas s'il va tenir physiquement. À droite, tu as Kewea pour suppléer Greenwood. T'as pas de vrai milieu offensif qui tienne la baraque. À mon bon, avis, honnêtement, la vente de base, Sam. enfin, je sais pas si t'avais vu la conférence de presse de bilan de mi-saison de Longoria, mais toutes les 3 phrases, il disait faut vendre. Genre, enfin, traduction, Ben il faut ouais. sortir du monde. Et la vente de base, ok, c'est 25, ou enfin, on va dire 20 millions, mais la marge salariale, je sais pas combien il devait être à 20 000 euros. Tu vas pas rajouter un salaire à 250 ou 300 k juste parce que tu en as sorti un à 20, tu vois. Donc, Et exactement, et je pense qu'ils cherchent à faire sortir d'autres joueurs. il va falloir en Euh, sortir d'autres. je pense Après, qu'en ouais, apparemment, Mopé a gagné le droit de rester parce que Vaz est parti. Ça, c'est que ça ça, je comprends pas personnellement, ça, je c'est encore comprends pas, je extraordinaire, mais comprends ça, pas. Mais je pense qu'ils cherchent à faire sortir d'autres joueurs. Moi, ça m'étonnerait pas si Kondogbia, il y a une rumeur qui arrive. Angel ouais, Gomez, ça met quand même un peu de temps. Là, mine de rien, il y a quand même eu très très peu de mouvements à l'échelle globale sur le marché des transferts. Ça m'étonnerait pas ouais. que maintenant la CAN va se terminer ce week-end et qu'il s'est grandement terminé pour la majorité des acteurs. On puisse voir un petit peu du nouveau. Angel Gomez, CJ à voir, Kondogbia, même Højbjerg, hein, moi ça m'étonnerait pas qu'il parte, hein, au bout d'un moment. Je pense que le club dit non, mais est-ce que le joueur, lui, l'entend de cette façon? Je sais pas. Il y a quand Si Højbjerg, même. Il y a quand même beaucoup de bruit autour d'Heuberg, hein. Ouais. si Højbjerg finit pas la saison, ça finit mal, hein. Je parle pas du classement, hein, mais on finit pas avec les mêmes hommes. Il y a Ouais. forcément, c'est pas le seul départ, genre. C'est ça. Il y aura il y aura une petite éruption volcanique si jamais Hubert quitte le bateau en pleine saison, je pense, hein. Je vois pas comment ça suit un long fleuve tranquille derrière, personnellement. Ouais, ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je comprends le propos, en tout cas, il est cohérent. Je demande à voir. Au moins médiatiquement, je pense que ça va péter. Donc, ouais, non, écoute, Mercato à voir. Moi, sincèrement, j'avance un peu dans le flou parce que on est le 15 janvier, je penserais qu'on bougeait avant. Il y a même pas de piste qui sort, en fait. Il y a rien qui sort. Ah, il y a rien, ouais. Et moi, ça me dit un truc, c'est que j'ai l'impression que en interne, c'est peut-être pas aussi clair qu'habituellement. D'habitude, l'OM est beaucoup plus actif, beaucoup plus vite. Et pour le coup, s'il y a bien une constante à l'OM, c'est celle-ci. Et si ta constante, elle te dit bah non, pas aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a des choses qui se passent. À voir. Voilà. Younes, c'est pas du tout ta tasse de thé le mercato, tu l'as déjà répété, mais Vraiment c'est quoi pas. ta sensation Non, à mais propos de tout ça? non, pour le coup, alors, effectivement, Opti a raison de souligner que Longoria a répété maintes fois qu'il fallait vendre, donc je suis pas surpris. Honnêtement, le fait que rien ne sorte, on a la chance d'avoir Marouane dans le podcast qui est très bien informé, donc effectivement, si même lui n'a eu vent de rien, c'est qu'a priori, il se passe pas grand-chose. Moi, de mon point de vue de supporter sans info, si rien ne sort, je peux naïvement me dire que, bah, le club travaille dans l'ombre. Et je préfère me conforter dans cette bêtise-là, plutôt que de me dire qu'on n'avance pas. Après, c'est pas comme si on avait un, un besoin urgent de recruter. On a pour moi, on a un recrutement qui est prioritaire, c'est au milieu de terrain. Tout le reste, on a fait l'erreur de ne pas avoir de doublure à Greenwood sur le côté droit. Bah, ça me choquerait pas de finir la saison comme ça parce que forcément tu vas avoir moins de matchs. Sortir des joueurs comme le dit Opti, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as besoin d'avoir un effectif aussi pléthorique en sachant qu'a priori, allez, fin mars, au mieux, tu ne joueras plus de compétition européenne. Donc honnêtement, je suis dans l'expectative. Après, l'OM, déjà le mercato hivernal ne bouge pas beaucoup. On a besoin d'avoir un peu de chaise musicale pour que l'OM récupère des pistes. Et au-delà de ça, on est plutôt accoutumé d'attendre les fins de mercato pour faire les bonnes affaires. Donc je suis pas très surpris non plus que le club n'ait pas bougé sur les 15 premiers jours, en sachant qu'il s'est rien passé sur le marché globalement.
J'ai un petit jeu à vous proposer pour les 2 dernières minutes et avant qu'on passe à la partie prono. Je vais vous donner des noms et vous allez me dire si, à votre avis, au 2 février, ils sont toujours là ou est-ce qu'ils sont partis? Allez, Go. Ulysse Garcia. là. Là. Parti. Moi, je suis comme Opti. J'ai l'impression qu'il a fait le tour et même lui en a Ouais. marre là d'être Bah, il y a là. la il va Coupe du aller Monde il dans faut 6 des clubs. mois et tu peux te dire que pour aller la faire, il est capable de concéder des mois de salaire. Donc, Il va rentrer lui, hein? Non? Ça sent le retour en Suisse, non? Il y si a eu Young un Boys bruit, vient le ouais. chercher, je pense qu'il est capable de faire des concessions. Je pense. Ouais, ça se tient. Lirola. Là, Là. Malheureusement, toujours là, j'ai l'impression. toujours là. Ouais, puis il y a un classico à la phase retour, on sait jamais, il peut encore marquer l'histoire. Hein. Un Olympico. Un Olympico, pardon. Le classico, c'est un peu haut. Enfin, quoi qu'il a marqué l'histoire l'année dernière aussi. Ouais. Classico. Kondogbia. Là. Ah, c'est Là, dur. malheureusement. Allez, je dis pas là. Ah, le meilleur milieu du club. Hein. Bacola. Là. Pas là. Là. Ouais, là. Et enfin, le dernier, sachant qu'il reste 5 matchs assez explosifs, Roberto De Zerbi. Oh, oh, oh. Tu m'aurais dit fin de saison, je t'aurais dit pas là, mais là, je vais vers là. Hein. On Là. espérait là. Là. Parce que le combo Coupe de France, la Coupe de France, la Coupe de France, c'est un tout petit peu après février, donc ça C'est 3 fonctionne pas dans ma théorie. contre Rennes. Mais en fait, c'était le dernier point de l'émission, c'est un peu le calendrier. Samedi, Angers, samedi 21h. Liverpool, mercredi prochain, 21h également. Et ensuite, le calendrier est un peu démentiel sur les 3 prochaines C'est semaines. Lens, non? Avec Lens, le samedi, déplacement à Bruges le mercredi, PFC le week-end après Bruges, 3 jours après, et 3 jours après, ce fameux Marseille-Rennes en pleine semaine qui va précéder le Classico PSG-OM du 8 Waouh. 8 février. Bah, c'est la plus grosse série de la saison, je pense. Ouais, si c'est l'OM de fin décembre et de Nantes, il sera plus là. Et si c'est l'OM du Trophée des Champions, ouais, il sera là. Mais quel OM on aura Petit prono, alors Angers, on va même faire Angers-Liverpool parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la Ligue des Champions, mais je sais pas s'il y a un monde où il y a un autre épisode qui sort juste avant Liverpool. Donc dans le doute, on va faire prono sur les 2 prochains matchs. Marwan, Angers-Liverpool. Angers à l'extérieur, Liverpool à domicile pour ceux qui auraient pas le Angers à calendrier en l'extérieur, Liverpool à domicile. Moi, je vais te dire victoire à Angers, défaite à Liverpool. Victoire à Liverpool, qu'est-ce que je raconte? Allez, double victoire. Let's go, on est parti. J'arrive jamais à pronostiquer la défaite de l'OM. J'arrive jamais, c'est pas possible. Mais allez, si je suis... Franchement, si je suis à l'extérieur, je dirais victoire contre Angers et défaite contre Liverpool. Allez, partons sur ça. Mon petit. 3-1 et contre Liverpool, ouais, allez 2-1. 2-1 pour qui? Ouais, victoire, on va ouais. Younes 0-2 à Angers, 0-2 à Angers et match nul contre Liverpool, un partout. Avec une égalisation de Liverpool dans les 10 dernières minutes, je pense. Après l'entrée en jeu de Matt O'Reilly? Après l'entrée en jeu de Matt O'Reilly, c'est ce qui déclenche l'égalisation. Si Matt J'allais exactement pareil que toi. 0-2 et 1. O'Reilly rentre en jeu, je pense qu'on perd. Hein. Et s'il est titulaire? Et s'il était titulaire contre Liverpool? Ouais, pourquoi pas. Juste sur 30 secondes, tant qu'on est dans les promos, je vous demande quand même votre prono pour dimanche. On va pas faire comme s'il n'y avait pas le match du siècle qui allait se dérouler. Dimanche 20h, Maroc-Sénégal. Maroc, facilement en plus. Facilement. Moi, je les trouve mid le Sénégal, mais franchement, je trouve que je trouve qu'il y a un sous-cotage du Maroc en termes de perf. En fait, c'est que le truc, c'est qu'il n'y a aucune équipe qui a autant de maîtrise dans la CAN. Il n'y en a aucune. Et je trouve qu'il y a surtout aussi un niveau technique et une assise défensive que j'ai pas vu ailleurs. J'ai vu Égypte-Sénégal, j'ai vu quand même quelques trous dans la gestion de la profondeur pour le Sénégal.
Alors certes, le Maroc, c'est pas forcément le domaine où il excelle, mais je pense que Regragui est un meilleur coach que j'ai oublié le nom de celui du Sénégal, sincèrement. Pape Thiaw. Pape Thiaw. Pour moi, vraiment, c'est à peu près un rapport de force équivalent ce qu'on a vu face au Nigeria, même si le Sénégal est meilleur, sincèrement. Ah, c'est un meilleur effectif quand même. Oui, c'est largement. Mais collectivement, je trouve ça vraiment fade, en fait, le Sénégal. Donc, solide sur les appuis, mais Maroc assez largement. Dans la performance, je trouve que le Maroc méritera sa victoire, à mon avis. Un partout, hein, un temps réglementaire. Hein. Je crois que ça va être dans la souffrance. Moi, je vois le Maroc aussi. Mais d'un point de vue extrêmement objectif, je crois que dimanche soir, je rêve juste d'une belle finale pour redorer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours et pour prendre un petit peu de plaisir aussi devant la télé. Mais je pense que, je vais pas paraphraser Marwan, je pense que la défense marocaine peut être à l'origine du succès. Et je vois pas trop le Sénégal comme une force de frappe capable de déverrouiller tout ça. Et quand on dit la défense marocaine, c'est même pas la défense des 4 de Non, derrière. c'est globalement, c'est L'assise défensive du Maroc, c'est c'est l'attitude défensive, effectivement. Toi, j'imagine Younes qui va être au stade, hein, on le rappelle. il est le Si tout se stade, passe je bien, pense. effectivement. Il est le stade. Il a les clés depuis je 3 me semaines. je me sens à la maison, effectivement. Victoire du Maroc en prolongation sur un but d'Igaman. Yaman Pour titulaire, se tu penses rattraper d'ailleurs un ou peu pas? Il serait temps là, non? Non, il sera non, vu l'entrée en jeu qu'il a fait hier, il sera pas titulaire, non. Je l'ai pas trouvé inintéressant. Après, il était dans de Ouais, mauvaises mais conditions, mais C'est juste un je joueur suis de d'accord. légende, hein, c'est la vérité. Hein. Par contre, je l'aime beaucoup, hein. Il y a rien de méchant quand je dis ça, mais Moi, je sais. son entrée hier est pas bonne et le fait d'avoir été décalé pour l'entrée de Nesseri n'a pas du tout aidé pour le c'est coup. tellement Mais je pense dommage parce que qu'il y a pas photo entre lui et le reste. Hein. c'est attention. Ouais, mais le problème c'est que le profil d'attaquant que Regragui aime, c'est un attaquant qui soit assez grand, capable de prendre des ballons de la tête et te permettre de jouer long quand tu as besoin. Et Diamant malheureusement répond pas à ça, donc. Je pense qu'il aurait beaucoup plus joué sur le début de la CAN s'il avait été opérationnel parce qu'on avait une configuration différente et qu'on avait plus le ballon. Là, on est en mode annihilation de l'équipe adverse et tu as besoin d'un profil comme Al-Karbi à la relance et sur les longs ballons. Ok. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec Younes champion d'Afrique, une qualification pour la Ligue des Champions en poche et un OM relancé en Ligue 1, c'est ça? C'est difficile. On n'a jamais connu autant de bonheur dans le football sur une semaine, mais on ne demande qu'à voir. Aïe, aïe, aïe. Bah, c'est ce qu'on verra, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas d'ici à la semaine prochaine. Merci messieurs. Merci à vous. Merci Plaisir à de vous. vous Merci à tous. Ciao. Et à la Ciao. semaine prochaine.